la personne qui était la mieux placée pour aller là-bas, c'était moi à ce moment-là, tu vois, c'est tout. Mais c'était pas un guet-apens, hein. Mais par contre, ouais, j'étais en terrain hostile. Je reviens à GS, j'ai toujours pas de projet. Encore une fois, je gagne du temps. Quand j'écris, c'est un des seuls moments où je suis dans ma bulle. Et qui dit bulle dit. En fait, je pense même pas aux autres. Ne cessez jamais, jamais d'aimer et d'espérer. Même si tout semble illusoire. Car en vérité, tout ce qui distingue une belle histoire de la réalité, c'est d'y croire. Et si on posait les armes, les masques et les certitudes? Bienvenue où tout va bien, le podcast qui décomplexe, décode, dédramatise. Ici, pas de leçons, pas de vérité absolue, juste des conversations humaines et saines. On parle de sujets qui nous font vibrer, réfléchir et rire. Parce que la vie, c'est pas toujours parfait, mais chez nous, tout va bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Hakim. Validé. Hakim qui a noté l'intro, forcément. On en reviendra pourquoi. Pour moi, c'est un 20 sur 20, C'est bon. direct. J'ai la validation de Hakim. Moi, je suis, Tant que c'est fait sans l'IA. je suis heureux. On va en parler de ça aussi. Hakim. Et Hakim, je suis content de te recevoir Merci aujourd'hui beaucoup pour l'accueil, Radouane. de la saison 1 de Où tout va bien. Je connaissais pas le nom, hein. Je viens de le découvrir. Tu vois, c'était. C'est aussi pour ça que c'est 20 sur 20. Parce que Ouais. tu vois, j'ai pris plein d'informations d'un coup comme ça. Donc, la saison 1, en gros, je l'ai appelée l'entourage. Mhm. C'est les personnes donc, qui m'ont inspiré, genre mon parcours, ma jeunesse, mon adolescence jusqu'à maintenant, et qui continuent encore de m'inspirer. Et tu fais partie de ces gens-là, clairement. Bah, Hakim, ça fait longtemps quand même. Déjà, de vue, on se connaissait. Mhm. Et la première fois qu'on a parlé sérieusement business, on va dire, c'était il y a 15 ans déjà. Ouais, je pense, ouais. C'était il y a 15 ans, c'est à l'époque où je lançais une marque de vêtements Exactement. et je m'étais rendu compte du pouvoir des mots, grâce à toi, parce que tu avais un blog, etc. On y reviendra. Donc merci. Merci à toi. Je suis content de faire partie de cette saison 1 qui, de ce que je vois, en tout cas, correspond à tout ce que je veux défendre dans cette vie, et dans cette ville aussi de Grande Sainte. Donc Hakim, ma première question, Mm. c'est donc Où tout va bien, comme tu l'entends, le nom du podcast. Mm. Quand tu entends Où tout va bien, c'est quoi ton premier souvenir d'enfance? Attends, je ferme les yeux. Mon premier souvenir d'enfance, en lien avec où tout va bien. Où tu as ce sentiment Ouais. de bien-être? C'est un souvenir dont je parle souvent et j'écris souvent dessus. C'est. Je devais avoir, allez, 6, 7 ans, 8 ans, c'est un peu flou, tu vois, mais ça se passe l'été. C'est l'été au quartier, c'est toujours particulier. Il y a ceux qui partent en vacances et ceux qui restent. Moi, souvent, j'étais de ceux qui restaient parce que, étant comorien d'origine et le billet étant cher et ma famille étant une famille nombreuse, tous les facteurs faisaient que souvent je restais, même si je partais parfois au comment. Donc tu restes, tu sors tôt le matin, genre 9h, 10h, t'es à peine lavé, ça y est, t'es parti faire un foot. Tu joues avec tes amis, il y a le soleil, il fait chaud, tu bois. Et moi, j'ai cette image de mes potes et moi au milieu du quartier, avec mon grand frère, avec quelques grands et tout, et de ma mère qui ouvrait la fenêtre et qui appelait un peu tout le monde, enfin qui appelait d'abord, je pense, moi, et ensuite tout le monde, pour donner des glaces. Tu vois, et ce souvenir-là, il est incroyable déjà parce que forcément, il y a l'amour de ma mère dedans. Après, il y a l'amour de mon quartier, de gens que j'ai côtoyés. Et en fait, ce geste, il est tellement simple et tellement bon. Tu ouvres ta fenêtre, tu appelles les enfants comme si c'était les tiens et tu leur offres des glaces. Et pas de suspicion, pas de non, on va pas lui parler, pas de non. Vas-y, viens, tu veux une glace? Vas-y, tiens, vas-y, reprends. Pour moi, c'est une image, c'est ce qui rapproche le plus du bonheur, de l'image du bonheur sur Terre. C'est clair, c'est magnifique. Ça. C'est. En plus, c'est ta mère qui le fait, donc Ouais, t'es tu vois, fier, tu vois, c'est elle, ça. elle nous a mis bien. Ouais, c'est ça. Après, tu sais, des fois, la mémoire, on idéalise un peu, mais j'ai pas l'impression de tant idéaliser que ça à ce moment-là. Vraiment, je sens la chaleur, la lumière et tout. Peut-être que je me rendais pas compte à quel point c'était agréable, mais non, j'idéalise pas. Je réalise, je pense. Ah, incroyable. Mm. Et c'est totalement ça, tu vois, c'est toujours la première question du podcast Mm. pour lancer, et puis on enchaîne au fur et à mesure. Mm.
Et maintenant, j'aimerais que tu parles un peu de ton parcours, Mhm. dès petit, dès l'enfance, comment Ouais. tu étais et tout, etc., jusque maintenant. Donc la séance de psy commence ici, c'est ça? Exactement. Non, ça nous permet de voir Non, non, je rigole. qu'est-ce que tu as passé, qu'est-ce qui fait de toi Mm, Hakim, mm, pourquoi tu le fais. Et donc, ça permet de comprendre aussi. mm, Moi, ça m'apporte, je trouve, tu vois. mm. Si je pars de cette époque, l'époque de ce fameux souvenir, je dirais que petit, euh, j'étais un garçon plutôt réservé, plutôt timide. Euh, J'étais pas seul. Alhamdoulilah, j'ai toujours été bien entouré, mais j'étais un peu spécial. Encore aujourd'hui, je ne saurais pas trop dire en quoi j'étais spécial, mais je le sentais. Et il y avait comme un décalage entre les autres et moi, tu vois. Mais malgré ça, j'ai jamais été rejeté, au contraire. J'ai toujours été plutôt couvé, protégé par ma famille, par mes amis, par le quartier de façon générale. Mais ouais, j'étais plutôt un peu différent, un peu dans mon coin, un peu dans ma bulle. C'est le garçon rêveur, un peu étourdi, qui oublie son cahier à l'école. Mais on se dit, bon, voilà, c'est Hakim, tu vois, genre, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, J'étais un garçon qui accordait beaucoup d'importance à l'école, au travail à l'école. Pourquoi? Parce que mes parents et mes grands frères et grandes sœurs accordaient beaucoup d'importance à ça. Vraiment, c'était. On a, ils ont été très clairs dessus, très fermes, bienveillants mais fermes, tu vois. Donc, et très tôt, ils m'ont appris l'alphabet. quel âge? Je pense avant que je rentre en primaire, tu vois. Donc, avant le CP où tu commences à apprendre à lire, peut-être 4-5 ans, j'avais une table, je me souviens, c'était des tables à l'ancienne avec les lettres dessus, différentes couleurs et tout. Et bah, régulièrement, genre, on m'interrogeait, genre A, B, C, D. Et, euh, et du coup, je pense qu'en entrant au CP, je savais déjà lire, en tout cas, les bases de la lecture. Et je pense que ce moment-là, ça a été un peu, pas encore un déclic, mais ça a posé les bases de ce que j'allais devenir et faire après, tu vois. Parce que forcément, quand tu apprends à lire un peu plus tôt, ben, grâce à Dieu, tu as plus de facilité à l'école, en tout cas dans les matières où il Mhm. faut lire, même dans toutes les matières finalement. Et aussi, tu vas développer un goût pour la lecture. Je me rappelle qu'en primaire, j'allais, comment ça s'appelait? À Verlaine, c'était la BCD, c'était le nom de la Ouais, bibliothèque. je me rappelle. Ouais. Je me rappelle. T'as sorti un vrai nom? T'étais à Verlaine? Non, j'étais pas, mais j'avais des amis. Ok, ouais, à la BCD. Et du coup, j'empruntais des livres, enfin, des chairs de poule, je me rappelle. Et je lisais, je me plongeais dedans, je passais des heures dedans et tout. Et ouais, je pense que la lecture, ça a été un peu un échappatoire ou un de mes échappatoires. J'ai envie de dire m'échapper de quoi, je sais même pas, parce que j'avais pas de problème, tu vois. Mais j'avais besoin de rêver tout le temps. Ok. Et deuxième chose que je peux rajouter, qui est aussi importante, euh, depuis petit, j'ai un petit bégaiement, tu vois. Il m'arrive de bégayer un petit peu. Et je pense que comment dire, ça a accentué mon besoin d'exprimer des choses. Et ma frustration, peut-être, qui est venue plus tard à l'adolescence, de ne pas réussir à dire tout ce que j'avais à dire. Et de là, j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescent. Donc Ouais, c'est là que commence un petit peu l'histoire. ouais, mais c'est fort. Et Mm. c'est justement l'idée de cette saison 1, c'est de savoir ce qu'on est devenu, ce qu'on fait. Mm. Mais l'origine, c'est totalement ça. Origin story. Non, mais c'est vrai, il y a toujours une base de l'enfance qui fait ce que tu es aujourd'hui. Avant de devenir un méchant. Voilà. Non, non. Ce qui fait que tu peux. Non, mais après, tu vois, le parcours, il est tellement en dents de scie pour chacun, Mm. mais tu reviens à une base finale. C'est ça. C'est quelque chose qui t'avait marqué enfant, Mm. la plupart du temps. Mm. Et là, ça, c'est la beauté des histoires. Tu vois. J'ai découvert ce qu'était une histoire bien plus tard, mais au sens vraiment presque spirituel du terme, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on a fait des histoires, des simples outils pour le storytelling. Et c'est bien, ça marche bien et tout, tu vois, mais c'est plus que ça. L'histoire, ça touche à quelque chose de très profond, tu vois. Et en fait, je le vois quand je fais des ateliers, des coachings avec des gens. Peu importe qui t'es en face de toi, t'as toujours au moins un fil directeur à son histoire. Il faut juste trouver la bonne façon d'aborder tout ce qu'il te raconte, mais t'as toujours un domaine, une discipline, une valeur, une épreuve, peu importe. Et ça, c'est clairement, c'est le destin, en fait, tu vois. C'est clair. C'est comme si tu t'effleurais une partie du destin de la personne, entre guillemets, hein. Non, 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 je. Et en fait, c'est là. Toi, tu fais que révéler la chose. Et quand tu arrives à toucher ton propre fil, déjà, bah, tu te trouves, donc ça fait du Exactement. bien.
Après, il faut tout faire pour le suivre, tu vois. Après, chacun a des vies plus ou moins compliquées ou différentes, mais si tu peux suivre ce fil, une fois que tu le trouves, ça peut que je pense que t'amener beaucoup de bien. Tu as l'impression d'exister déjà, tu sais Ouais. pourquoi tu existes, tu sais ta valeur, tu vois. Écrire pour exister. Et voilà, toi, ça a été ton cas. Hakim, J'avoue. on va le mettre en miniature. Écrire. Ah, t'as trouvé la phrase. Merci Hakim. Et donc à cette période-là, tu me dis, Mm. donc cet appétit pour la lecture, etc. Mhm. On avance un peu. Comment ça se passe? Ouais, on avance un peu, je dirais. Donc voilà, l'enfance au quartier, avec tout ce qui va avec, les anecdotes, les parties de sonnettes, les ceci, cela, Ah, les petites bêtises gentilles du quartier. ouais, les futures histoires de quartier, Ouais. on va dire. Et il me semble que j'ai commencé à vraiment écrire, non pas en France, mais aux Comores, au Bled. T'as quel âge? Je dois avoir 14 ans. Je pense qu'on est en 2005, ouais. 14 ans. C'est mon troisième voyage au Bled, mais les deux premiers, je m'en souviens plus trop, parce que j'avais D'accord. 6 et 10 ans. Ouais. Donc c'est mon premier vrai voyage au Bled, finalement, Tu réalises en vraiment étant que... conscient des choses. Et, et les Comores, c'est très bien, hein. Je suis fier d'être comorien. Il faut dire la vérité. En tout cas, dans les années 2000, quand tu es adolescent, que tu vas dans ton village, tu galères. Ah, Tu vois, je pense que tous les Comoriens là, que tu as eu dans dans la plupart, il y l'entourage en a, ils allaient pas, tu vois. aussi, c'est vrai. Tu vois, ils allaient pas, ou quand ils ont été plus tard, Mm. ben, c'est une révélation un peu. Ouais, On c'est ça. t'apprend vraiment qui t'es, d'où C'est tu ça. viens et tout, etc. C'est ça. C'est des remises en question. Ouais, c'est ça. Et justement, à 14 ans, en fait, tu galères parce que tu n'as pas encore la maturité, tu vois, pour ne pas galérer. Ah, C'est parce pas que qu'il n'y a rien à faire. Non, parce que tu as vu des vacances, ça n'est pas pareil. Et c'est bien plus tard que Ouais, tu comprends que c'était quelque exactement. chose de très utile, tu vois, Ouais, pour comprendre exactement. ta personne. Exactement. Donc, du coup, tu es là. En tout cas, moi, j'étais là. J'étais enfin, dans la maison familiale là-bas. Voilà, je galérais, je tournais un peu et T'es d'où aux tout. Comores? Euh, Niambeni, village Niambeni. Pour ceux qui connaissent, c'est Mbadjini Est. Badjini, j'ai entendu. Il y a beaucoup de Comoriens J'ai de entendu. Mbadjini. Et j'étais dans la chambre, parce qu'on n'avait pas une chambre attitrée, c'était une ou deux chambres communes, tu Oh, vois, tu connais. ouais. Et j'avais ramené un cahier de brouillon. Je me rappelle, c'était un cahier bleu, il me semble. Et j'ai commencé à écrire. Alors, je sais plus c'était quoi le premier texte que j'ai écrit, mais ça devait être un poème, parce qu'à la base, j'étais déjà dans le délire poétique, tu vois. Et depuis que j'ai commencé à écrire ce jour-là, je pense que j'ai jamais arrêté. Et pourquoi tu... À ce moment-là, tu dis, vas-y, je vais écrire. En fait, je me dis, j'ai tellement rien à faire, en tout cas, comme moi, je ne sais pas quoi faire. Ben, étant donné que j'aime les mots, tu vois, même si j'avais pas encore tout à fait conscience de la chose à l'époque, ben, naturellement, je prends mon cahier et j'écris, tu vois. Et je pense, mais je m'en suis rendu compte après, que c'était ce besoin dont je te parlais, d'exprimer des Ouais. choses, une certaine, pas forcément une frustration, mais ben, on a tous des choses à dire, des émotions, ce qu'on veut. Exactement. Et quand on est un enfant réservé qui essaye toujours de plaire aux autres, tôt ou tard, il faut que ça sorte. Enfant réservé, dans un quartier. Ouais, Donc les sentiments, déjà, la palette de sentiments, elle n'est pas grande. ouais, c'est ça. Soit de la colère, soit Ouais, de la joie. c'est Il n'y a ça. pas de nuance. Ouais, c'est ça. Donc tu gardes pour toi, en fait, ce que... C'est ça. Et en plus, je suis même très sensible. Tu vois, au sens, dans tous les sens du terme. Ça veut dire que je vais faire attention à tous les détails et tout, mais je vais aussi vite être pris par des émotions et des choses qui peuvent sembler banales, elles peuvent me toucher positivement ou négativement. Ça, tu le réalises maintenant ou bien plus tôt dans ta vie? Je le réalise plus tard, mais depuis que je suis petit, on me disait la fameuse phrase, quand j'avais peut-être allez, 9-10 ans, mais pourquoi tu pleures? Genre un homme, ça pleure pas, tu vois. Vas-y, arrête de pleurer. Et je comprends cette phrase, tu vois. Je sais qu'on voulait m'endurcir et tout. Et du coup, moi, ce que j'ai fait à l'époque, je me rappelle, j'étais chez moi, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais plus jamais pleurer. Bon, je- j'ai pas réussi. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu... Mais je me suis mis ça en tête. Et du coup, je pense que tôt ou tard, forcément, il fallait que tout ça, ça Ouais, sorte. ça étouffe tes sentiments. Tu dis, vas-y, Exactement. tu pleures pas, bah, c'est C'est maintenant, ça. ça, je dois pas l'exprimer, je vais l'exprimer d'une Exactement. autre manière. C'est Et ça. Et donc, j'ai commencé à écrire des poèmes. Et donc, je suis rentré du bled avec ce petit cahier et j'ai continué à écrire. Et quand j'ai vraiment commencé à écrire, je dirais que c'est juste après, je crois que c'était 1 an après ou 2 ans après, j'entre au lycée du Nord-Dover et j'ai deux, trois potes qui écrivent aussi.
des poèmes, des histoires et C'est tout. qui? Khalid Bani. Khalid, ouais. Khalid Bani, j'étais à l'école avec. Il Incroyable, Khalid écrivait, je Bani. ne sais pas s'il écrit encore, mais en tout cas, Je il sais pas, écrivait, mais je me Khalid rappelle. Bani, ouais, Ouais. bon souvenir avec à l'école. Et un autre pote, je pense pas que tu le connaisses, c'est pas un gars du quartier, on va dire. Tu peux dire son nom. Peut-être qu'il va voir ta vidéo. C'est un pote que j'ai plus trop envie de citer. Ok, ok, d'accord. Mais avec qui on a commencé à écrire tous ensemble. Et en fait, le blog, il s'appelait Histoire d'écrire. Ok, C'était c'était avant Histoire de quartier. avant Histoire de quartier. Incroyable. Là, c'est vraiment les Donc, on est en coulisses. 2005, 2006. On doit être en 2006, ouais. 2004, 2005, ouais, 2005, 2006. Ouais. Donc, on commence à écrire ce blog. Et à la base, ce blog, moi, j'ai participé pour écrire des poèmes. Vraiment, la poésie, c'est un peu mon ADN, tu vois. Côté poète lyrique. Et comment tu sais qu'ils écrivent et tout? Genre, comment je sais que mes potes, ils écrivent? Ouais, Parce qu'on parle de ça, en fait, tu vois. ok. Moi, j'ai toujours eu des potes, soit qui étaient ouverts à l'écriture et à différentes formes d'expression, soit avec qui je pouvais parler de ça. Ok, d'accord. Ouais. Parce qu'ils étaient un peu spéciaux, tu vois, entre guillemets. Et donc, en fait, naturellement, on se retrouve dans la même classe. Ah, t'écris, moi aussi, t'écris quoi? Nanana, on parle de texte, on fait des plans sur la comète et tout. Et sur ce blog, Histoire d'écrire, un jour, j'ai écrit ma toute première histoire de quartier qui s'appelle Le Rappel. Ah, là, je viens de me rappeler. Qui s'appelle Le Rappel et qui parle du décès de ma grand-mère, Allah yarhamha, Allah yarhamha. et de l'impact que ça a eu sur la famille et surtout sur ma mère. Ok. Et en fait, ça, je dirais que c'est la première vraie histoire que j'ai racontée. Parce que je voulais. Je voyais que ma mère a été impactée par ça. Et je pense que moi aussi, j'avais besoin de faire sortir des choses. Donc, j'écris cette histoire dans laquelle je parle du quartier, de la famille et tout. Et je me rends compte que j'ai aimé écrire ça, que ça m'a fait du bien et que les gens ont aimé la lire. Et donc, je vais écrire d'autres histoires dans la continuité de cette première histoire et ça va donner le blog Histoire de quartier juste après. Incroyable. Tu sais que je me rappelle de choses en les disant. Ouais, mais c'est ça, mais c'est le but aussi en Ouais, même temps ouais. de retracer un peu chaque Ouais, période. ouais. Tellement j'avais pas activé cette mémoire-là depuis longtemps. Ah, c'est fou. Bah, déjà, pour un premier texte, c'est incroyable. Et quelle personne lit ton premier texte? Est-ce que tu as ce truc, tu sais, quand on va lire, quand tu écris pour toi, Mm. ça va, Ouais, tu vois? ouais. Mais par exemple, tu m'as dit avec Khalid et ton Mm. autre pote, vous avez fait votre groupe. Mhm. Est-ce que tu as ce petit truc la première fois où tu fais lire ta première poésie ou autre? Ou qui l'a lu? Sincèrement, je sais pas qui a lu mon premier texte ou ma première poésie, je me rappelle pas. Mais je pense pas que Et j'ai. qui sait que c'est toi? Tu vois? Ouais, je sais même pas. Je te jure, je sais pas. Ce que tu dis de base, c'était réservé. Et tu vois, l'écriture, je pense que c'est une part de toi à un moment donné. En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand j'écris, j'ai beaucoup plus d'assurance. Tu vois, Ton terrain. c'est mon terrain. J'en parlais du socle tout à l'heure. Même si je débutais et j'avais des lacunes, et on aura toujours des lacunes, tu vois. Mais j'avais pas cette appréhension de comment ça va être perçu et tout. Mais tu as cette confiance aussi qui te vient peut-être de l'école ou de tes profs. Tu sais, que Ouais, moi, j'ai ouais. entendu dire que j'ai mes sources. J'ai mes sources aussi. Tu vois, il y a ce travail de journalisme. Ah ouais, J'ai mes sources l'enquête. qui me disaient que tes profs déjà de français et de philo, Mm. pour les écritures d'invention ou autre, Hein. ils lisaient à haute voix c'est vrai ou c'est pas vrai? J'avais Il y oublié a- que. bah, Qui moi, en t'a fait, dit ça? je peux pas te dévoiler ma source, mais sache qu'elle est dans la saison 1. Ah ouais, c'est Elle est tellement dans la précis saison. que ça doit être. Ouais. Ah, j'y penserai après. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, mais ça te donne de l'assurance aussi. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. L'une des. Pas des chances, mais des bénédictions que j'ai eues sur mon chemin, c'est d'avoir des personnes soutenantes, soit dans la famille ou dans les profs, tu vois. Et je pense que ça forge un parcours. Tu vois, ça forge un parcours et quand on te fait confiance, on dit ouais, t'écris bien, continue, etc. Forcément, après, ça te donne l'assurance pour écrire d'autres choses. Et j'avais oublié, mais t'as raison. Je pense que ça a grave contribué à ça. La deuxième chose, c'est que quand j'écris, c'est un des seuls moments où je suis dans ma bulle. Et qui dit bulle dit. En fait, je pense même pas aux autres. Même si j'ai écrit pour que ce soit lu, c'est comme s'il y avait un filtre entre moi et les gens. Tu vois? Et même des fois, j'écris et je me dis, ah, en fait, c'est une dinguerie ce que j'ai écrit là-dedans. Et les gens, ils le lisent. Et après, je passe à autre chose, tu vois?
Et ouais, du coup, bah, c'est peut-être pour ça que je me souviens pas qui l'a lu en premier, parce que pour moi, c'était pas, c'est pas que c'était pas important, mais j'avais pas peur de ce moment-là, tu vois? Ok. Ouais. Mais en fait, c'est tout le côté où en dehors de ça, t'es timide, t'es moins sûr de toi. Mm, Là, t'as ton endroit, c'est ton cocon. c'est ça, Ça te permet d'exister vraiment, tu vois. c'est ça, Là, tu te trouves, comme tu as dit tout à l'heure, c'est tu vois, ça, tu trouves un peu cette ligne où c'est ça. ça, c'est moi. C'est un endroit où je suis moi et personne n'a rien à redire en fait, tu vois? Alors on peut débattre de plein de choses, mais généralement dans ce que j'écris, je me censure pas, tu vois? Même si des fois je vais employer les bons mots et essayer de, voilà, il y a quand même la quête de la sagesse. Non, c'est clair. Mais dans ma tête, il est hors de question de ne pas parler d'un sujet parce que ça serait politiquement incorrect ou que ça pourrait être dangereux ou quoi, tu vois. Je me dis, non, si je dois être moi, c'est au moins sur la feuille. Et du coup, je pense que c'est un peu l'ADN d'Histoire de quartier, tu vois. Le premier blog qui ensuite a été un livre auto-édité, c'était En de quelle année? 2013, publication du livre. Ok. Et 2000. avant ça, donc on est en 2006, Ouais. entre 2006 et 2013, Oui. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Donc, le blog Histoire de quartier, je te remercie. Il est créé, il me semble, en 2009 ou en 2008, j'ai un doute. Donc, il y a Histoire d'écrire, après il y a Histoire de quartier. Ok. Et en fait, ce blog, ce Skyblog, ça va être la première fois, donc ce Skyblog, où je vais être lu de façon pas massive, mais importante. Parce qu'à l'époque, il y avait un concept, c'était, comment ça s'appelait déjà? Les Skyblogs du mois ou je sais pas quoi, et genre ils te Ouais, mettaient en avant normal. sur la page de Sky. Et je me rappelle, j'ai créé Histoire de quartier, je sais pas moi, peut-être un lundi, je dis n'importe quoi. Et je me suis connecté le mercredi et je vois 500 commentaires, je fais, hein, Ouais, le pouvoir qu'est-ce qui se passe? Et je vois, ouais, super, génial, c'est quand la prochaine histoire et tout. Et là, c'est un choc. Je suis là, j'ai quel âge? Je dois avoir 16 ans, 17 ans à tout casser. Et il y a des gens qui me disent, on attend tes histoires. Donc des gens d'ailleurs et aussi des gens de Grande-Sainte et du quartier. Genre, ouais, j'ai vu ce que t'as écrit, vas-y, continue Ah, et tout. moi, je me rappelle, c'est Mourad Kratier qui m'en parle. Il me dit, ouais, Oh, tu m'as sorti un blague, j'avoue. Mourad, il suivait à fond, Ouais. vraiment. Il me dit, ouais, ces histoires, elles tuent et tout, nanana, regarde. Et donc, on regardait, on lisait. Je me rappelle du Skyblog. Et cette époque-là, elle est vraiment spéciale parce que, genre, je vis des choses, je rentre chez moi, j'écris. Et les gens me demandent, ouais, alors, t'écris quoi? Et les gens, ils savent quand ils me parlent que je vais écrire sur ce qu'ils sont en train de me dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Du coup, je suis comme dans un monde parallèle, tu vois. Et ça dure au moins 2 ans, 3 ans. Tu vois, cette période. Jusqu'à la terminale, quoi. En fait, donc je crois que 2008-2009, le blog, c'est en terminale que je l'ai créé. Ok. Et en fait, j'ai écrit de la terminale à. Donc après, j'ai intégré Sciences Po Lille, On va y arriver. ouais, qui était aussi une période très marquante. Et durant toute cette période, j'ai écrit sur différentes thématiques. Donc il y a la religion, il y a les classes sociales, les rapports de pouvoir entre les classes, l'identité, euh, mes parents, moi, ce que je veux faire, mes amours aussi, tu vois. Ouais, Vraiment, c'est un journal intime avec une dimension sociale. c'est ça, c'est exactement ça. Et je kiffe. Tu vois, genre, je suis moi à 1000%. Je kiffe et ça devient presque une seconde nature. Tu vois, j'existe à travers ça. Et du coup, je sais pas si j'en parle maintenant ou pas, mais comment c'est devenu un livre, à la base, donc, cette période-là, je vis des choses assez compliquées. Tu vois, on en parlera quand on parlera de Sciences Po, peut-être. On va en parler. On va en parler. Mm. Mais du coup, en fait, à un moment donné, je rentre dans ma chambre étudiante. Je suis pas dans un bon mood. J'écris ce qui, pour moi, est la toute dernière histoire. Tu vois. Je me rappelle, je crois que les derniers mots, c'est un truc du genre épilogue. Bah ouais, c'est From JS with Love. Les tout derniers mots, tu vois. Et je mets le point.
Et pour moi, à ce moment-là, c'est fini. Tu vois, le blog, il est là, mais j'écrirai plus aucune histoire pour moi, tu vois. Et je pense pas en faire un livre. Parce que je sais même pas que c'est possible, tu vois. Et c'est là que je te dis qu'avoir des personnes soutenantes et aimantes, c'est extrêmement important. J'ai mon grand frère, Karim, qui me fait un cadeau d'anniversaire. Et il me tend un livre, comme une maquette, on va dire. Et dessus, je vois une photo qui est la photo du blog. Donc, je sais plus si tu te rappelles, mais on voit la tour de Savoie en noir et blanc avec le terrain rouge et tout. Mm. Et je vois écrit Histoire de quartier, from JS Peace Love, Hakim Soudjai. Je dis, wow, comment t'as fait ça et tout, nanana. Il dit, ouais, bah, en fait, sur tel site, t'as juste à envoyer ton fichier et après, tu peux le faire et tout. Et là, c'est un monde qui s'ouvre devant moi. Je me dis, mais je peux faire de ce blog un livre. Et j'ai commencé à bosser dessus. Incroyable. Elle est belle l'histoire. Dans le C'est, processus. enfin, là, c'est vraiment tu vois, des choses comme ça qui changent totalement la tournure que ta vie prend. Tu vois, si mon frère, il avait été égoïste, C'est- tu vois, point final, pas de livre. Pas de livre, il y a plein de choses qui. Tu vois ce que je Ouais, veux non, dire? non, c'est clair. Des fois, des choses, tu ne Ouais. te rends pas compte de l'impact que ça Mm, peut avoir. mm, Ça peut être un mot, un geste, une chose, elle peut. mm. Un petit degré de trajectoire et au final, tu arrives C'est ça, à une destination. c'est ça. C'est l'histoire, en fait. Tu vois, c'est le fameux fil. Tu vois, et c'est là qu'on en revient au destin. Enfin, là, quand tu regardes la vie de quelqu'un, je ne comprends pas comment tu peux ne pas croire et ne pas croire au destin. Non, c'est clair. C'est évident. Bah, quand tu retraces, tu vois, Ouais. tu fais le chemin inverse, Mm. tu te rends compte, tu dis, ouais, mais j'étais là à cette période-là, tu prends conscience de certaines choses. Et surtout, tu réalises que tout le monde a une histoire exceptionnelle. Exactement. Et les gens qui me disent, ouais, mais je sais pas ce que je vais raconter, j'ai rien vécu. Tu as juste discuter, prendre le temps de Ouais. discuter. Et là, Bah, ils vont. c'était Ouais. justement ça dans le processus Mm. du podcast. C'est, ok, ben, tu veux que ce soit quelque chose que tu amènes le plus loin possible. Mm. Et j'ai pris maintenant l'habitude dans chaque projet que je veux faire, c'est de simplifier les choses, Mm. vraiment. Mm. Et je me dis, ma base la plus simple, c'est de faire ce que je suis et de parler, dans un premier temps, des gens autour de moi, tu vois. Mm. Et quand je commençais à retracer un peu l'histoire de ce que je savais, parce que tu sais pas tout avant d'entamer vraiment des discussions, Mm. des personnes autour de moi, je me dis, mais c'est incroyable en fait. Mm. C'est incroyable les histoires de chacun, ce qu'ils ont devenu, leurs qualités, pourquoi, à quel moment de leur vie, tu vois. Mm. Et quand je retrace chaque personne, je me dis, j'ai de la chance en fait d'avoir cet entourage-là autour de moi et chacun, il a une histoire incroyable. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires dans tous ceux que tu as cités là. Je Ouais, me dis, et encore, j'en connais qu'une partie, qu'une infime partie. non, mais Ces histoires. c'est fou, franchement, c'est fou. Et même le parcours qui traverse, surtout les échecs. Mm. Et tu te rends compte que les échecs, au final, sur ce qu'ils sont devenus maintenant, ben, c'est positif, finalement, tu vois. Et tu te dis, Ouais. je suis rien, en fait, dans cette vie. Mm. Juste à faire les causes, Mm. à méditer dessus, Mm. à réfléchir, à accepter les choses et à Mm. avancer. Franchement, les échecs, c'est extrêmement formateur. C'est incroyable. Sans échec, tu t'évolues pas, tu te transformes pas, tu vois. Mais Et jeune, t'as pas ce recul un peu de, tu vois. ce qui est dommage, c'est qu'on. Enfin, c'est dommage, ouais. On nous apprend pas qu'échouer, c'est normal et que c'est essentiel. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à la société ou à ceux qui nous ont éduqués? Je sais pas, parce que forcément, t'as pas envie de voir ton enfant ou tu vois, ou l'enfant de ton voisin échouer. Mais on devrait essayer de mettre dans la tête des plus jeunes qui vont avoir des galères et que c'est normal et que justement on sera là pour les aider, mais que ça va les transformer, tu vois. Non, mais ça passe par ce que tu Ouais. fais. Ouais, Ton parcours, Mm. qui tu côtoies, les actions que tu fais avec les jeunes, Mm. dans quel cadre. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires, à force de faire, à force de tourner donc, des podcasts, où des gens font des choses parce qu'ils ont eu un mentor à un moment donné qui leur a dit, bah, c'est possible en fait ce que tu peux faire. Mm. C'est vrai. Par exemple, à Grande Sainte, Mm. tu n'avais pas d'exemple de personne qui avait écrit un livre, oui ou non? Non. Tu vois, on va dire un jeune demain à Grande Ouais. Sainte, en tant qu'il écrit et qui va sortir, ben, limite, tu vas essayer de le contacter ou Mm. tu vas mener une action, Mm. ou tu vas le voir, tu vas lui expliquer toi par quoi tu es passé, comment, et ça peut le faire gagner du temps. Bien sûr. Et C'est vrai. je trouve que c'est important, tu vois. Mm. C'est vrai, c'est important. C'est important d'avoir des gens qui t'aiguillent.
Tu vois, peu importe le domaine d'ailleurs. Et qui croient en toi. Ouais, surtout. La confiance. Même s'il n'y a personne dans ce groupe-là, tu vois, on va dire t'es pionnier dans ton domaine. Si tu as des gens autour de toi qui disent ça va le faire, Ouais, c'est ça. t'inquiète, c'est bon, tu vois. C'est ça, tu vois. C'est... Il y a plusieurs ingrédients dans un parcours. Et je pense que ouais, il y a ça, avoir un socle de personnes fiables qui croient en toi. Et il y a aussi le fait de... Il y a aussi un moment où tu dois marcher seul, tu vois. C'est... Même si tu as la famille ou les amis les plus aimants du monde, ils pourront pas te suivre jusque là où toi tu dois aller. Donc ils pourront te soutenir, dire vas-y, tu peux y arriver et tout, mais tu vas vivre des choses dans ta chair, dans ton cœur que seul toi peut et doit endurer, et c'est ça qui va te transformer. Tu vois, c'est comme dans les films. En fait, les films se sont inspirés de la réalité. Tu vois, ce moment où le héros, voilà, il vient de vivre un truc de fou, il va marcher dans la forêt ou dans la nature et il médite sur sa vie et genre, il revient plus fort. Ça, on l'a tous vécu. Ou si on l'a pas vécu, on va le vivre, Charles. Tu vois, c'est comme ça. C'est clair. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la vie et des histoires. Même si c'est dur sur le moment. Ouais, avec le temps, tu apprends. Ouais. En fait, plus tu vis de choses, plus ton expérience elle monte et plus Mm. tu arrives à aborder la vie d'une meilleure des façons. Et Mm. le but d'avoir quelqu'un avec toi qui te soutient et qui a déjà vécu ce genre de choses, ça te fait gagner du temps. Tu matures beaucoup plus vite, tu apprends Mm. à traverser les choses tout en vivant sa vie. Tu vois. Mm. Et ça, c'est juste dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu vois, je me dis, j'ai des enfants aujourd'hui. Mm. Le jour où ils vont entreprendre, je vais les laisser. Mm. Parce que j'ai pas peur qu'ils se cassent la gueule. Ouais. Je vais pas lui dire non, fais attention à ça. Vas-y, fais. Je sais que je suis là. Mm. Il a une galère. Mm. Et lui, il sera tranquille dans sa tête. Mm. Et donc, on tend vers ça, petit à petit. La pédagogie. Ouais, c'est ça, tu vois. J'apprends, hein. Ouais. J'apprends à... De toute façon, quand tu as des enfants, tu redeviens enfant à un moment Mm. donné. Tu déconstruis, tu Mm. regardes comment... Et tu regardes ce que tu es aujourd'hui et quelle image tu renvoies. Mm. C'est une remise en question incroyable. Je Incroyable. je pense que la pédagogie, c'est la suite logique de nos parcours. Donc toi, moi, tous les gens que tu as interrogés, tu vois, il y a ce que tu fais, ce que tu expérimentes, tu atteins un certain but, et à un moment, il faut que tu transmettes à quelqu'un. Tu vois, sinon, c'est comme si ton parcours n'était pas complet. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens Je personnellement. ressens exactement la même chose. Et c'est fou parce que vraiment, c'est comme si, sans les autres, tu pouvais pas t'accomplir et te sentir satisfait de ton parcours. Tu vois, il faut que tu rendes, il faut que tu donnes. C'est dans ton ADN. C'est ça, c'est Et exactement je ça. je trouve ça beau. Donner, c'est recevoir. Ouais. Parce que si tu as une histoire, mais que tu es le seul à la lire, c'est nul. C'est vrai. C'est vrai, c'est exactement ça. Tu vois, tu as un livre ou tu as un film de fou là sur l'écran, mais genre on est que deux là à le voir. Ouais, c'est Ou genre je nul. suis tout seul. Et même, tu as ce truc où il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. Tu transmets et tu vois ce que la personne, elle devient, tu vois. Mm, Des gens qui n'ont pas confiance, qui reprennent confiance en eux. mm. Des gens où tu as ouvert juste une petite porte, mais ils l'ont déjà, en fait. Toi, tu fais rien de plus. C'est ça. Tu sais, tu perds rien. Mm. Juste, tu t'expliques, toi, ce que tu as vécu. On- Tu as un moment d'échange. Et juste, si ça lui ouvre un angle qu'il n'avait pas vu, mais c'est en lui, en fait. C'est C'est juste, ça. toi, tu es là pour accompagner. De toute façon, Mm, si tu es là, c'est pour une raison. mm. Ouais, c'est ça. T'es comme t'es comme un jardinier, tu vois. Genre dans la graine, il y a déjà tout ce qu'il faut. Toi, enfin, t'as pas créé la graine. Enfin, t'as pas créé l'eau que t'es en train de lui verser dessus. Toi, t'es à la limite, t'es le, comment on appelle, le tuyau ou le, tu vois. Ah non, c'est ça, tu vois. C'est ça. Mais c'est un rôle précieux. Mais tu as résumé la chose. Tu te sens pas complet tant que t'as pas Mm. transmis. Et donc là, on est entre la terminale Ouais. Donc tu pars de Grande-Sainte. Ouais. Comment ça se passe déjà? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Alors, ça c'est un vaste sujet. L'orientation de monsieur Soudjé ici présent. J'ai toujours eu du mal à savoir ce que je voulais faire. Tu vois, je pense que ça va avec le côté rêveur, le côté un peu sensible, artiste et tout. J'aimais écrire, mais dans ma tête, c'était impossible de vivre de l'écriture. Pourquoi c'était impossible? On te l'a dit ou toi, ce que tu vois autour de toi? Je pense pas qu'on me l'ait dit, mais c'était même pas dans le champ des possibles. Tu vois, dans ma tête, je me disais, le seul métier que j'avais en tête par rapport à l'écriture, c'était écrivain, écrire des livres. Et je savais que le monde de l'édition était fermé et
que même les personnes éditées, sur toutes les personnes éditées, il y avait qu'un faible pourcentage qui en vivait pleinement. Et j'avais pas conscience d'autres métiers qui faisaient intervenir l'écriture à l'époque. Tu vois. Et d'ailleurs, j'en parlerai après, mais c'est Jidawi qui m'a ouvert les yeux sur les métiers existants en lien avec l'écriture. Et je ne sais même pas s'il le sait, Ah, il va le savoir. Il y en mais a il va le plein. savoir. Mais enfin, je le raconte maintenant. Hein, après, je reviendrai à ta question. En fait, un jour, il avait un besoin, je crois, de voix off ou de scénario, je sais plus. Et donc, on s'est capté, on a commencé à parler et tout. Et il me dit, ouais, tu sais que ce que tu fais là, c'est un métier. Moi, je disais, ben, moi, je facture, mais dans ma tête, c'est pas un métier à part entière. Tu vois. Il me dit, si, si, si. Genre le copywriting et tout, t'as des gens, Mm. en fait, je me rends compte que je peux écrire pour des gens de façon régulière et continue, tu vois. C'est une vidéo pour Raphaël. Je pense. Je pense. Je pense que c'est ça. Surtout dans la saison 1. C'est dingue comment ça se recoupe. Et, et ouais, enfin, ça sera après, mais c'est le moment où je comprends que après avoir écrit, je peux écrire pour les autres. Mais de façon assumée, et Ouais. c'est une vraie activité professionnelle, quoi. Je reviens à ce que je disais. Euh, ouais, donc je savais pas ce que je voulais faire. Ah, s'il te plaît. Je savais pas ce que je voulais faire. Les métiers, enfin, les filières littéraires, pour moi, c'était mort parce que, entre guillemets, pas de débouché, en tout cas, tel que ça nous était présenté. Et j'aimais bien les sciences, tu vois, et j'avais des bonnes notes dedans, les sciences dures. T'avais combien au bac déjà? Là, j'ai eu mention très bien, j'ai eu 16 et quelques, 16,04 ou 0,5. Et en philo? J'ai pas eu une très bonne note en philo. Hein. En J'ai eu. français? J'ai mes sources. En... Hakim, j'ai pas fait mes devoirs. T'as des très bonnes sources. Hein. En français, j'ai eu 19 à l'écrit, 18 à l'oral. Je kiffais le français, vraiment, j'ai toujours kiffé le français. T'avais Madame R ou pas? Non, j'ai eu au collège M. Marwitz, en grande partie. Au lycée? Lycée, je sais pas si t'as connu. T'étais au Nord 2, ouais? Oui. Ah ouais. Madame Mourier. Non, j'avais Madame R, c'est pour ça. Madame Mourier, très, très pédagogue, très gentille comme prof. D'ailleurs, je travaille, enfin, on travaille avec elle, avec les nuanciers actuellement, je pourrais en parler après. Et donc, ouais, physique, chimie, j'aime bien. SVT, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comprendre les choses, comment fonctionne le monde. Maths, j'aime un peu moins, parce que les chiffres, c'est pas trop mon truc, mais je me débrouille. Donc, je me dis, vas-y, bac S. Et à un moment, je voulais être. Je rigole parce que je voulais être chirurgien. Mais pourquoi tu rigoles? Sauf que je rigole. Parce que pour ceux qui me connaissent vraiment bien, je suis un mec très maladroit. Tu vois, là, le verre de thé, il pourrait tomber 15 fois. Je vois ce que tu veux dire. Je me dis, mais chirurgien, j'aurais tué tellement de personnes. Alhamdoulilah, Allah a écarté ce rêve de mon chemin. Et on me parle de Sciences Po. On m'en parle au lycée, mais je connais déjà cette école, parce que mon grand frère, encore une fois lui, euh, m'en a parlé. Il aime beaucoup la sociologie, les sciences politiques. Et lui-même, à un moment de sa vie, il a tenté d'entrer dans les Sciences Po. Donc quand on m'en parle, je connais. Et ça me parle aussi parce que j'aime tout ce qui est sciences sociales aussi. Ok. Peut-être même plus que les sciences dures. Donc en fait, le Nordo avait une convention, donc lycée ZEP, convention avec Sciences Po Paris et Lille pour les terminales. Et c'était un concours qui consistait à écrire un dossier de presse sur une thématique qui nous parlait, une thématique d'actualité, et le défendre devant un jury. Moi, j'ai fait un dossier sur les émeutes. Je crois que c'était Villiers-le-Bel à l'époque. Ouais, ouais, Villiers-le-Bel. Pardon. Et j'ai défendu ça. Et ensuite, j'ai eu un deuxième oral durant lequel j'ai lu un poème de mon blog. J'étais fou à l'époque. Je suis arrivé, ils me posent des questions. Et à la fin, je dis, ouais, je peux vous lire un poème? Ils disent, allez-y. Et j'ai lu et ils ont kiffé. Je pense que ça a été la petite cerise sur le gâteau, tu Moi, vois. c'est. Et pour te dire que quand j'écris, j'ai pas de limite, tu vois. Ouais, c'est ton, C'est mon élément, c'est ton quoi. élément. Et donc, j'entre à Sciences Po et je fais le choix d'aller à Lille plutôt qu'à Paris. Parce que forcément, c'était plus proche, la famille et tout. Euh, Petite chambre étudiante à Lille, pas loin, là, porte de Douai. Ok. Porte de Douai, première fois que je vis seul, première fois que je dois me faire à manger tout seul. Enfin voilà, je pense qu'on T'es est loin tous de chez passés toi, par ouais. là. Mais au début, en tout cas, surtout, c'est une période que j'apprécie. Parce que même s'il faut apprendre des choses, c'est aussi
le calme. Moi, j'aime bien le calme, tu vois. J'aime bien me poser. J'aime bien voir des gens, mais j'aime bien aussi me ressourcer. Ouais, après chaque Et prestation, ouais, t'as un temps off. On en parlera après. t'es trop bien informé, toi. Ben, on a travaillé ensemble, Oui, je hein. sais, je sais. Non, mais c'est vrai. Antoine, si tu vas me contacter lundi, mardi, sache que c'est normal. J'éteins mon téléphone et je parle à plus personne. À partir de mercredi, je suis dispo. Je Mais le c'est fais un peu important. moins Mais aujourd'hui. tu sais que moi, je le fais de base dans la vidéo. Ouais, mais t'as Ouais. raison. Parce que tellement ça me prend, Bien sûr. j'ai besoin de me recharger, on dirait. Et comme on dit, le repos fait partie de l'effort. Ouais, C'est exactement. essentiel. Le repos social. Social, repos, tout. Et je sais pas ce que je disais. Tu disais que tu Euh, avais, en gros, ouais, t'avais ta chambre. Au début, ça allait. voilà. Et tu sais, c'est. Ben, il y a toute une période où je suis étudiant, où je continuais histoire de quartier. Donc c'est aussi écrire sur la différence entre ce que je vois au quartier et ce que je vois à Sciences Po. Et Sciences Po, c'est vraiment un choc social. C'est un choc social. J'ai pas envie de tomber dans un discours victimisant, en mode oui, en gros, on est rejeté, on nous regarde bizarrement là-bas et tout. Il y a des personnes qui vont te faire sentir que oui, mais une bonne partie des gens que j'ai connus là-bas étaient tout à fait cool et ils me considéraient comme n'importe qui. Parfois, il y avait des relents d'ignorance, voilà, mais je me suis pas senti réellement rejeté. Par contre, j'ai senti une barrière objective, tu vois, en mode ils ont des codes que j'ai pas. J'ai des codes qu'ils n'ont pas et j'ai des délires que eux n'ont pas et inversement. Je vais pas en soirée, je bois pas. Euh, Quand je leur parle d'islam, je vois que c'est compliqué. Enfin, y a... Et puis je suis d'un milieu modeste surtout. Et eux, pour la plupart, viennent de milieux bourgeois. Et donc je me rends compte qu'en fait, le monde ne s'arrête pas à Grande-Sainte. Vraiment, je le conscientise à ce moment-là, tu vois. C'est Et là qui... où tu te rends compte, hein, Ouais, parce que tu as fait les collèges et tout en ouais, dehors de Grande-Sainte, lycée, ouais, Grande-Sainte, et c'est c'est ça. là où tu sors vraiment. Et là, je me dis, en fait, il y a tout un monde que je connais pas et dont je fais pas partie. Tu vois, genre, j'ai beau travailler mes exposés, mes dissertes et tout, avoir des bonnes notes parfois, je sens que c'est pas mon monde. Même si c'est le monde par lequel je voudrais accéder à certains métiers. À l'époque, je voulais être journaliste. Tu vois, trouvé finalement cette option-là. Je me rends compte que, en dehors d'un petit groupe d'élèves qui venaient aussi de quartiers, de différents quartiers du Nord, eh ben, j'en étais pas chez nous, tu vois. Mais c'est pas en mode on nous a rejetés. C'est vraiment la société est construite de telle sorte que tu te sens pas chez toi. Donc ça, c'est une première difficulté. Tu vois, Les cours, ça se passe bien. franchement, ouais. Et je kiffe. Parce que, en fait, les premières années à Sciences Po, c'est des années de culture G. Donc, sciences sociales, plus. Et aussi des choses que tu apprends nulle part ailleurs. Genre, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais bah si. Anthropologie, ethnologie, histoire politique de la France. Et pour une personne qui aime comprendre le monde, c'est incroyable. Donc là, j'acquiers un socle de connaissances qui me permet de m'épanouir, tu vois, et de comprendre plus de choses. Mais en même temps, il y a cette difficulté de, bah, je suis pas chez moi. euh, je sens que, ouais, je suis un peu une tâche dans le paysage. Et même si j'aime la solitude, parfois je me sens seul, tu vois. Et dans tout ça, il y a aussi euh, des problèmes de santé qui se déclarent à ce moment-là, tu vois, qui m'affectent de plus en plus. Et en fait, le mélange des deux fait que ça devient compliqué pour moi de suivre et d'avoir les résultats permettant de. Ce qui fait que j'ai ma première année et la deuxième année, en fait, je redouble une fois parce que j'ai beaucoup de mal. Mais pas par rapport au niveau, c'est vraiment par rapport à tout ce que je t'ai Ouais, expliqué. ouais. Et en fait, on avait le droit qu'à un seul redoublement à Sciences Po. Et j'ai redoublé une fois et j'ai pas eu mon année une seconde fois. En fait, au bout de deux fois, c'est fini. C'est fini. Et ça, je dirais que c'est le premier, même c'est le choc de ma vie. Alors, je sais pas si, d'un point de vue extérieur, les gens pourront comprendre à quel point c'est une fracture de passer du quartier à Sciences Po et de Sciences Po au quartier en mode bah, c'est fini Sciences Po. Tu vois. Il y a le sentiment d'une greffe qui aurait échoué. Tu vois, genre comme si on avait essayé de nous mettre dans un milieu par une convention ZEP un peu bricolée, tout ça, et ça n'a pas pris. Tu vois. Alors que, voilà, c'était pour des raisons précises et tout, mais c'est avec ce sentiment-là que je ressors. Et en plus, je sais pas comment ça se fait, mais cette année-là, je suis pas le seul. Dans mon petit groupe d'amis là, de quartier à Sciences Po, on a quasiment tous eu différents soucis dans nos vies,
des deuils, des maladies et tout, qui ont fait que ben, on est reparti avec nos valises, tu vois. Et là, en fait, c'est un sentiment de ben, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, genre, j'avais tout misé là-dedans, il y avait les espoirs qui pesaient sur moi aussi, tu vois, genre en mode oui, c'est bien, t'es à Sciences Po, continue et tout. Il y avait mes propres espoirs à moi, de m'épanouir, d'avoir ce diplôme et tout. Et tu reviens, t'as en quelque sorte échoué, parce que tu reviens sans le diplôme. T'as pas de projet de vie, parce que t'avais tout misé sur ça, t'as pas de plan B, et t'as plus d'argent, parce que la bourse, Ouais, pas, ouais, ça, c'est vrai, c'est hein. pas illimité. Donc tu peux même pas rester à Lille. Donc tu dois revenir à Dunkerque et choisir parmi les formations qui existent à Dunkerque. Alors, il y a de très bonnes choses à Dunkerque, mais il n'y avait pas forcément ce que moi je recherche. Et donc là, c'est, bah, tu deviens celui qui est plus à Sciences Po et genre on sait pas trop ce qu'il fait. Genre, ah, bah, qu'est-ce qu'il fait Hakim? Bah, ouais, je pense qu'il est en droit, mais je suis pas sûr. Il a arrêté. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme pour une image, Hmm. des footballeurs qui étaient dans le centre de formation pro. Ouais, Ah, il va devenir footballeur et il revient au quartier et il voit juste, il s'entraîne tout seul. c'est exactement ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis Parce que très. t'es pas tout seul, tu as les espoirs de ceux Ouais, autour c'est de ça. toi, C'est ça. tu vois. C'est ça. Donc tu dois Et vivre avec toi, t'as mal parce que ça n'a pas ouais, fonctionné. c'est ça. Et tous ceux autour de toi où tu penses, tu vois, indirectement, tu te dis, Ouais, ah, ils ont l'image de moi que. c'est ça. Et donc, non seulement tu as ce ressenti, mais des fois, les gens, ils le disent de façon plus ou moins malveillante. T'en as, c'est volontaire, t'en as, c'est maladroit. En mode, genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es plus à Sciences Po? T'as merdé. Tu vois? En plus, c'est sec les quartiers. Grave, Tu vois ce que je veux dire. tu vois, genre, au lieu de Déjà, quand tu vas à Sciences Po, c'est ah, il va devenir président ou un truc comme ça. Mais quand c'est tu ça, reviens, on te taille quand même, tu c'est vois, ça, dans les deux cas. c'est ça, tu vois, et même la famille, tu vois. Alors, j'ai une famille qui m'a toujours soutenu, mais je pense qu'à ce moment-là, ils ont pas forcément compris à quel point j'étais perdu. Peut-être que c'est pas moi qui ai... Peut-être que c'est moi qui ai pas su leur montrer, tu vois. C'est pas... Mais dans tous les cas, vraiment, je me sentais seul et en mode, ouais, j'ai échoué et bah, je sais pas ce que je vais faire. Et en plus, c'est le moment où je mets le point final d'Histoire de quartier. Et donc, ouais. Parce que j'ai plus rien à raconter, en fait. Il se trouve que j'ai raconté mes délires et tout. C'est dans ce moment-là que tu mets fin. Ouais. Tu vois, genre, Quel timing. en fait, le point final, je l'ai mis, je pense que je revenais d'un partiel. Et j'arrive dans ma chambre et je savais, en fait, que mon année était morte. Et en fait, je pense que inconsciemment, psychologiquement, je voulais mettre un point final à l'histoire de quartier parce que Sciences Po s'achevait. Enfin, tu vois, des fois, le Ouais, cerveau, il t'arrêtes fait tout, des... en gros, tu Ouais, réinitialises. voilà, c'est ça. Mais quand tu réinitialises, c'est pour faire quelque chose d'autre. Mais là, j'avais pas de projet, donc je vais en droit par dépit. Et en fait, là, je suis plus dedans à ce moment-là. À ce moment-là, les études, c'est... Je me mens à moi-même et à la société parce que si t'as pas de statut, t'es rien dans cette société. Voilà. Donc si t'es pas étudiant, faut être quelque chose, donc je suis étudiant. Mhm. Et je vais en droit par dépit. Et, et là, c'est des années vraiment compliquées, tu vois. Et ouais, je reviens à ce que je disais sur le sentiment de fracture. C'est vraiment ça le mot. J'ai vécu ça comme je pense comme un traumatisme, tu vois. Et je pense qu'on devrait préparer les élèves qui viennent de quartiers populaires à ce genre de changement de milieu. Parce que tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas savoir à quel point ça peut être marquant. Quand moi, j'étais jeune en plus, j'avais un an d'avance. Donc, je suis rentré, j'avais 17 ans à Sciences Po. Et j'étais un gosse, clairement. Et quand tu tombes d'aussi haut et que tu n'as pas la maturité pour encaisser, vraiment, ça te brise. Tu vois. Moi, ça m'a brisé. Vraiment, ça m'a brisé à ce moment-là. Et, et ouais, je pense qu'on devrait préparer les gens, leur dire, écoute, si jamais tu vas dans telle école, déjà, c'est bien, continue. Mais il faut que tu relativises. Il faut que tu comprennes que l'école, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'arriver à. Que si tu réussis, c'est très bien. Si jamais tu échoues, c'est un échec qui va t'amener à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que t'échoues pas pour une question vraiment de niveau, toi. Ouais, c'était vrai. C'est Ouais, t'es- c'est- c'est des éléments c'est extérieurs qui font que t'es c'est pas ça. préparé, tu vois. C'est Encore ça. si tu te dis, bah, j'ai une barrière Hmm, et mon niveau, je suis pas au hmm. niveau. C'est ça. Et tu vois, c'est là où justement je dois me reconstruire à ce moment-là. Parce que je suis brisé par ce traumatisme et parce que moi, je me suis construit autour de l'école et des espoirs qu'on avait mis sur moi. Mhm. Tu vois, j'avais toujours un peu vécu pour les autres, pour rendre fier. Ouais, t'es l'enfant brillant. C'est ça. Il est bon à l'école. On te caractérise C'est par ça. ça.
Mais l'enfant brillant, en ce moment-là, il est éclaté au sol, tu vois. Ouais, ouais, parce que genre, dans le seul domaine, tu vis un échec dans ta spécialité, Ouais, c'est dans ça. ce pourquoi on te connaît, tu vois. C'est ça. Ou t'es reconnu, je veux dire. C'est ça. Mais finalement, ça s'est avéré être peut-être donc le choc le plus intense de ma vie, mais le reset le plus salvateur. Et t'écris plus à ce moment-là. Parce que tu mets un point. Est-ce que tu. Tu sais que j'arrive même plus à écrire à ce moment-là. Genre, j'ai l'impression que je suis plus moi-même, tu vois. Genre, je veux écrire, mais c'est fade. T'es en dépression. Je pense. Clairement, je pense. Je pense que j'avais pas les mots et le recul pour le dire, mais je pense que j'ai fait une dépression. Déjà, ça n'existe pas chez nous de base. Ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe C'est pas. juste pas bien. Ouais, c'est Ouais. ça. Genre, ouais, ça va aller. Ouais. Non, mais c'est. Ouais, clairement. C'est ça. Et donc, je gère tout ça comme je peux. Tu vois. Euh, heureusement que j'étais pas réellement seul, que j'avais encore les miens et tout. Niveau famille, alhamdoulilah, niveau amis, t'en as qui n'ont pas compris, avec qui les chemins se sont séparés. Mais ouais, j'avance sans lumière à ce moment-là. J'avance sans lumière, parce qu'il faut avancer. Et c'est pour ça que je commence à écrire La vie continue. Parce que peu importe ce qui se passe, la seule certitude que j'ai, c'est que la vie, elle continue et que je dois continuer avec elle. Tu vois. Et donc, en fait, je reviens vers l'écriture, je pense, ouais, peut-être 1 an, 2 ans après, tu vois. C'est quoi le déclic? Je saurais même pas te dire. Je sais que j'ai envie de parler du thème des bavures policières, certainement par rapport à des affaires réelles. Et en même temps, c'est aussi un prétexte pour écrire le personnage de Nour. Et en fait, Nour, pour ceux qui ont lu le roman, clairement, j'ai mis beaucoup de ma personne dedans. Nour, elle a une compétence. Elle, c'est la vidéo dans le livre. Mais elle est brisée par différentes épreuves de la vie. Elle n'a pas trop confiance en elle. Et elle veut juste se barrer, en fait. Tu vois, genre, on a marre de grandes scènes, des rumeurs, du regard des gens et tout. Et genre, elle veut juste se barrer. Mais genre, elle n'a pas le choix de rester, tu vois. Genre, elle a nulle part où aller. Et elle se retrouve embarquée dans une histoire qui va la confronter à ce qu'elle a de plus sombre en elle. Et en fait, elle va devoir confronter sa part d'ombre pour mettre la lumière sur des choses qui sont graves dans la société. Tu vois. Et moi, je me sens comme ça un peu à l'époque. Je me sens. En tout cas, je pense que j'ai ce sentiment que je dois aller confronter cette part d'ombre parce qu'il y a des messages à porter et à défendre. C'est une façon de donner du sens à mon quotidien. Ouais. Tu vois. Et donc, je commence à écrire La vie continue et ça me mènera à sortir le roman en 2017, bien plus tard. Incroyable. Donc, ouais, tu mets. Ouais, 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Mais c'est pas genre j'écris tous les jours. Non, non. Tu vois, j'ai une période où j'écris beaucoup, après j'arrête, après je reviens dessus, tu vois. Et en même temps, mon parcours scolaire et pro continue Ouais. avec un déclic en 2014. Donc, je fais du droit, ça marche pas trop. Et même schéma qu'à Sciences Po. J'ai la première année, deuxième année, trop de trucs, je suis pas bien et tout, donc j'arrive pas. Et donc là, deuxième échec, et de nouveau, j'ai rien à faire de ma vie. Et on me dit, bah, Hakim, je sais pas si tu connais le service civique. Ouais, je connais. Mais c'est la question qu'on m'a posée, tu vois. Ah, ok. Et je dis, bah non, je connais pas. Et c'est ma grande sœur. Encore une fois, tu vois, grand frère, grande sœur qui sont là pour. Alhamdoulilah. Et elle me dit, ouais, bah, je pense que ça pourrait te plaire. Il y a ça à Grande-Sainte avec Unicité. Il y a différentes missions, genre aller vers les gens et tout. Donc je vais en séance d'information. Et moi, j'ai toujours été, comment dire, dans le partage, tu vois, ou dans essayer de penser aux autres et tout, c'est l'éducation. Mais j'étais jamais passé à l'action. Et là, je me dis, ben, comme je sais pas quoi faire, ben, c'est l'occasion de m'engager concrètement dans des causes. Et donc, je fais un service civique. Et là, je me rends compte que, comment dire, le contact avec les gens, c'était un peu la pièce manquante du puzzle. Il y avait l'écriture, Ok, ouais, ouais. mais il n'y avait pas les gens.
Et là, je rencontre les gens. Et je réalise que les gens ont des histoires beaucoup plus compliquées que la mienne. Ouais, non, Et qui viennent de Syrie, d'Irak. Parce que mon service civique, c'était essentiellement avec les migrants. Ouais. Et que les gens ont besoin qu'on aille vers eux et que nous, on a besoin de ce contact avec les gens, tu vois, qu'on ne peut pas vivre seul. Et en fait, ça va me donner le goût du lien social et du travail social. Et juste après, et là on arrive à la prise de parole, parce que les gens se disent, mais dans... l'éloquence dans tout ça, ouais, c'est... ouais. Il ment ou... Non, mais c'est un cheminement. Ouais, Et rien n'est fait au hasard, tu ouais, vois, parce que tu as cette écriture, ouais. tu as ces échecs, tu te remets en question, Mm, tu reprends l'écriture, tu te mets au contact des gens, donc tu t'ouvres un peu plus. mm, Et le fait de discuter avec des gens, parce que c'est un boulot, ouais, donc tu dois le faire tous les jours. mm, Je peux pas te dire aujourd'hui, je ne vais pas, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Donc ça t'ouvre un peu plus, tu apprends à te connaître aussi toi-même, tu vois. C'est ça, je me reconstruis sur de nouvelles bases. Et déjà, durant le service civique, quand il fallait faire un... C'est genre, c'était un service civique en équipe, et des fois, l'équipe devait prendre la parole dans des événements pour dire, voilà, on a fait tel projet, tout ça. Et je sais pas pourquoi, on me disait, vas-y, parle, à moi, tu vois. Alors que moi, je suis timide de base, vraiment, faut le savoir. Mais, je sais pas, comme j'avais ce rapport au mot, je pense que les gens, je Ouais, disais, bah... bah, Et donc, je parlais, et je me rends compte que j'arrive à prendre la parole devant des gens, à synthétiser, à être structuré, et à pas trop stresser. Et donc, on me propose à la fin de l'année ce qu'on appelle le poste d'ambassadeur. En fait, chaque année, Unicité choisit 2 ambassadeurs dans les antennes Unicité pour aller à Paris défendre leur service civique et en faire la promotion. Donc, comme moi, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, je me dis, ben, je prends. je prends, c'est une année de gagner, tu vois. Ouais, Moi, à ce moment-là, je suis à court terme. ouais. Tu vois, c'est genre un pied devant l'autre. Et donc, il y a une sélection, on va à Paris, il y a une dizaine de candidats, on doit raconter notre service civique, parler à la fois avec le cœur, mais aussi montrer qu'on sait négocier, tout ça. Et je suis pris avec une autre volontaire qui s'appelle Saron. Et pendant 1 an, notre mission, c'est aller dans différents endroits avec des publics tout à fait hétéroclites et promouvoir le service civique et son utilité sociale, sociale, ouais, essentiellement. Et donc là, je prends la parole. Et je parle à des journalistes, à des élus, à des jeunes, devant des caméras, dans des radios. Et je deviens quelqu'un qui parle. Forme en même Ah temps. ouais. Et ça, encore aujourd'hui, ça, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Parce que moi, je sais d'où je pars. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. À la base, moi, je suis pas un gars qui parle. Et t'aimes bien. Ouais, en fait, et pourquoi j'aime bien? Parce que je parle de choses qui me tiennent à cœur. Ok. Tu vois, c'est la continuité de l'écriture. Ouais. Genre le vivre ensemble, il faut se parler, apprendre à se connaître et tout, aller de l'avant et tout. Et je crois en ce que je dis, donc ça me plaît. Et c'est formateur, comme tu as dit. Très formateur. Et après cette année, dont je pourrais parler en long, en large, en travers, mais parce qu'il y a tellement d'anecdotes. Et tu peux dire, hein. C'est quoi l'anecdote la plus marquante? Euh, Alors, je vais en choisir une. Ouais. En tant qu'ambassadeur, j'ai été invité dans un événement. Il y a des vidéos sur Internet en plus. Qui s'appelle Le Sursaut. Ok. Et en fait, à l'époque, moi, j'ai une directrice qui s'appelle Isabelle Lepratz. Vraiment super personne. Qui m'a beaucoup apporté aussi. Donc, directrice de com d'Unicité. Elle me dit voilà, bah, il faut aller là-bas, là-bas, là-bas. Et nous, on se prépare avec elle et on y va. Et je vais à l'événement. Et en fait, moi, ce que je sais pas, c'est que c'est un événement qui est organisé par une asso sioniste plus plus. Tu vois. Et dès que j'arrive là-bas, je comprends. Genre, j'entends les discours et tout, je suis, Ouah, où est-ce que je suis tombé? Et dans tout ça, je suis le petit noir qui doit passer après tout le monde pour dire oui, il faut vivre ensemble. Et il y a du beau monde parce qu'il y a notre ami Emmanuel Valls. Et je dois monter sur scène pour faire un espèce d'échange débat avec lui et une meuf qui s'appelle. Comment elle s'appelle déjà? Une meuf exécrable. La prof d'histoire géo, son blaze va me retenir, me revenir. Elle a écrit Les territoires perdus de la République et elle donne pas envie de parler, cette meuf. Bref. Et donc, pression plus plus. Parce que je suis tout seul en fait, j'y vais seul. Tu vois, je suis préparé, mais je suis seul. Ouais, ok. Et qu'est-ce que je vais dire? Comment?
Euh, voilà, et en plus, bah, je suis pas à ma place. Tu vois? Là, Clairement. je suis purement là parce que c'est mon job, mais je suis pas à ma place. Et, euh, et donc, on a un échange sur scène où je dis des choses assez basiques, mais vraies, tu vois, que je pense. Et assez lisses pour ne pas être rejeté à à coup de pierre. Et juste après la prise de parole, on me propose d'aller prendre un café avec Manuel Valls, c'est la prof. Et là, je me suis fait un plaisir de décliner en me disant non, désolé, j'ai des choses à faire. Je suis parti. J'avais rien à faire, mais vraiment. Pour moi, c'était déjà le fait d'être là-bas, c'était dégueulasse. Et devoir aller prendre un café avec Valls, non merci. Incroyable. Incroyable. Le thé avec Radwan, c'est beaucoup mieux. Merci. Merci, Hakim. Ah, c'est incroyable. Un petit guet-apens un peu. T'avais l'impression d'être dans un. Quand t'avais placé ici, Bah, on savait ce qu'on faisait? je pense que c'était pas un guet-apens dans le sens où Isabelle, elle nous envoyait partout où notre parole pouvait être utile. Ouais. Tu vois, donc on a été vraiment dans tout, toutes sortes d'endroits, toutes sortes de lieux. Et elle n'était pas dans le calcul en mode, genre vraiment, c'est une personne sincère. Ok. Mais il fallait qu'une cité soit là-bas. Et la personne qui était la mieux placée pour aller là-bas, c'était moi à Et ce moment-là, toi, tu vois, c'est ok, tout. d'accord. Mais c'était pas un guet-apens, non. Ok. Mais par contre, ouais, j'étais en terrain hostile. Clairement, je voyais les regards, je voyais le mode de mec, ce qu'il fait, lui, genre avec sa veste orange, là. Et t'apprends aussi, de toute Mais manière. c'est Tu vois, c'est formateur. formateur, hein. Parce que ça apprend à gérer la pression, à C'est gérer. aussi le milieu, comment il fonctionne. Ouais, C'est au-delà de ça. c'est ça. Et ça t'apprend à rester ferme sur ce en quoi tu crois et ce que tu vas dire, tu vois. Avec les bons mots, mais avec le fond quand même. On y revient toujours Ouais, c'est ça. au mot, quoi. Au mot. C'est le fil directeur, le fil. C'est le fil de ta vie. Ouais. Et donc, après cette année incroyable, je reviens à GS, mais j'ai toujours pas de projet. Encore une fois, je gagne du temps. Je gagne du temps et je sais pas où je vais. Et quand je fais un peu le bilan de tout ce que je viens de vivre, la suite logique, c'est d'aller vers une formation d'éducateur spécialisé. Parce qu'il y a le côté social, le côté humain, mais avec un cadre professionnel. Il y a la possibilité de faire des ateliers où on fait de l'écriture, on exprime un peu sa créativité, etc. Pardon. Et donc j'entre à l'IRTS de Grande-Sainte et j'apprends le métier d'éducateur spécialisé. Dans quelle année? On est en 2016. Donc service civique 2014-2015, ambassadeur 2015-2016. 2016, j'entre à l'IRTS de Grande-Sainte. Un an avant la vie continue. Un an avant la vie continue, que j'ai continué à écrire durant toutes ces années, Ouais. en me nourrissant un petit peu de tout ce que je ressentais. Donc j'entre en formation, et là c'est ce lien humain, ce goût pour l'humain que j'avais développé avant, bah, j'apprends à le conceptualiser, à mettre des mots dessus, des références. J'apprends à accompagner une personne, à mener un entretien, à analyser comment fonctionne une famille, une personne. Donc je me forme, tu vois. C'est une année, enfin 3 années extrêmement riches. Et je fais mon premier atelier d'écriture, slam pour être plus précis. Parce que j'avais déjà, il me semble à l'époque, commencé à écrire pour des gens, mais j'avais pas encore fait d'atelier. Et sur plusieurs de mes terrains de stage, on me laisse la possibilité de faire ces ateliers et je les fais et je vois que ça fonctionne. Je fais à Grande-Sainte. Alors j'ai fait ça, c'était pas à Grande-Sainte. Dans mes stages, je les ai fait en centre d'hébergement à Dunkerque, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Petite-Sainte et protection de l'enfance à Dunkerque. Donc c'est plus dans des services, tu vois, où il y a des jeunes et je leur demande. Situation difficile. Ouais, voilà. J'écris avec eux sur leur vie et tout, et on fait du slam. Et le slam, ça se rapproche énormément de la prise de parole en public. Ok. Et donc ça pose les bases de ce qui viendra juste après. On avance. On avance. Euh, Mon diplôme, je le rate à vraiment à rien. Tu vois, genre, je crois que c'était le mémoire. Il me manquait quelques points qui m'ont pas donné. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. J'aurais pu refaire une année, mais j'en ai marre.
Tu vois, je viens de me taper un parcours de je ne sais combien d'années avant de trouver ce que je voulais faire. Euh, je suis fatigué, je commence à prendre de l'âge et genre je veux bosser en fait. Tu vois, je veux faire un truc concret de ma vie. Et donc j'arrête l'IRTS sans le diplôme, mais avec tout le bagage Ok. que j'ai accumulé. Et là, ce moment-là, je fais la rencontre de Youssef Adan, que je salue, qui est arrivé comme un ange. Je sais pas s'il voudra venir. J'espère Alors que parce je le que vois, Youssef. il doit avoir une de ses histoires. Youssef, incroyable. Il a une histoire de fou. Youssef, c'est incroyable. Et bah, il faut quand même que je raconte les circonstances qui sont. Pendant un moment, j'étais pas ici. J'étais dans le sud pour essayer d'aller bosser ailleurs, tu vois, pour changer d'air et tout, chez de la famille. Et je suis revenu finalement. Et dans le bus du retour, parce que je suis revenu en car, il y a une famille syrienne ou irakienne, j'ai un doute. En tout cas, ils sont, je crois, 4 5 enfants et les parents. Donc, père âgé, une mère qui avait un handicap, je crois qu'elle avait une béquille, 2 filles de, je crois, 15 16 ans et 2 bébés, tu vois. Genre vraiment que des personnes en situation de Ouais. vulnérabilité. Et on commence à parler et tout. Et en fait, arrivé à Dunkerque, euh, je prends leur contact pour vous dire voilà, bah, si jamais je peux vous apporter un coup de main sur quelque chose, en gros, je vous appellerai, tu vois. Et je mets une annonce sur Facebook en disant voilà, j'ai rencontré une famille qui mène tel endroit. Si vous avez des possibilités d'hébergement ou quoi que ce soit pour aider, appelez-moi sur mon numéro. Et donc, Youssef, il m'appelle T'as aucun et contact avec pour l'instant. Je connais pas. je le connais ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Et il m'appelle, et pendant qu'il m'appelle, j'étais avec Najim et on cherchait, Ton petit frère. ouais, mon petit frère, on cherchait cette famille parce que quand je les appelais, ça répondait pas. Donc on allait sur Dunkerque, on tournait, on cherchait la famille, et je vois appel. Je dis ouais, allô? Il me dit ouais, Salam alaikum. Et genre il commence à me dire qui il est. Il me dit ouais, j'ai vu ton annonce sur les réseaux. Il se trouve que j'ai un appartement en Airbnb, mais il n'est pas loué à telle date. Si ça peut dépanner, ils peuvent dormir là-bas, tu vois. Donc en fait, ça part d'une sadaqa. Et je leur dis, ben super et tout, genre merci beaucoup. Pour l'instant, on est en train de les chercher. Mais si jamais on les trouve, ben genre je te rappelle, je te mets en contact avec et tout. Et il me dit, ouais, et au passage, bah, j'ai vu un peu ce que tu t'écris sur les réseaux. Enfin, depuis quelques années, je te lis et j'aimerais bien te rencontrer pour parler de mon asso qui s'appelle Les Nuanciers. Moi, je dis, ouais, bah, j'aurai l'occasion, genre, pas de souci, tu vois. Et donc, je raccroche. Et en fait, ce qui est fou, c'est que cette famille-là, je les ai jamais retrouvés. C'était la cause, en fait, de. Je les ai jamais retrouvés. Et ce frère-là, je me demande si c'était des humains, tu vois. On a tous des histoires. On a tous des histoires comme ça, mais je comprends. Là, c'est vrai. Ouais. Mais vraiment, c'était. Genre, ils ont disparu, ils se sont évaporés. Ils étaient là pour faire le pont Subhanallah. J'aimerais trop les revoir, vraiment. et leur dire merci. Ouais, ouais, Et ils vont te grave. dire. Ah, mais. C'est vrai. Et du coup, je les retrouve pas, mais j'ai le contact de Youssef. Je me pose, donc je le rencontre lui, Abdullah, que j'avais déjà vu, mais que j'avais jamais discuté avec lui. Il me parle du concept des nuanciers, qui était de mettre à l'époque le son et la vidéo au service des jeunes, ateliers d'écriture et tout. Mm. Et moi, ça me plaît, et je me dis, ben, autant m'engager avec eux bénévolement, et à côté, je verrai ce que je fais, mais au moins, j'aurai une activité. Tu vois. Mm. Et quelques mois après, on se pose autour de la table, et on a l'idée, enfin, c'est Youssef qui a eu l'idée. Il me dit, les gars, avec toutes les compétences qu'on a, venez, on fait des ateliers d'éloquence. Donc moi, je dis, bah, j'ai jamais fait ça, mais j'ai fait atelier d'écriture, slam, et j'ai déjà pris la parole. Donc Ouais. ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose. Donc, on se pose, on crée un atelier, et on se jette à l'eau. Et on ne jette pas à l'eau dans les conditions les plus simples, parce que la première opportunité qu'on a, c'est pas ici, c'est dans les Yvelines, parce qu'on a un contact là-bas, qui dit, voilà, il y a un appel à projet, tout ça, tout ça. Il faut venir à telle date pendant 2 mois, et vous aurez des centaines de jeunes sur tous les 2 mois, tu vois. Donc on part avec Abdou, genre on part à l'aventure. Genre on n'a jamais fait d'atelier de ce type-là, Ouais, ouais. et en plus un territoire qu'on connaît pas et tout, mais à ce moment-là j'ai rien à perdre. Donc Je je me vois ce dis, que bah, tu veux dire. moi je On prends, y va, vas-y, allons-y. j'y vais. Et humainement déjà c'était incroyable, on a vraiment kiffé.
Et en fait, on a posé les bases de ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'atelier d'éloquence. C'était en quelle année? 2020. 2020, en plein Covid en Donc, tu as plus. sorti La vie continue. En 2017, la vie continue. Voilà. Entre-temps, il y a quoi? Entre-temps, il y a ma formation d'éduc, Ouais, tu vois. donc La vie continue. Et tu le vis comment, La vie continue, quand tu le lances? La vie On va continue. revenir à ce que tu Ouais, as c'est fait. vrai, parce que là, je vais trop vite. Là, je suis content, parce que c'est mon premier roman. Deuxième livre, mes premiers romans. Et le roman, c'est un objet particulier tu vois, Ça te fait quoi quand tu le prends, là, prends ton premier livre dans les mains? c'est kiffant. Tu vois, je sais pas, t'as l'impression d'avoir quelque chose de précieux. Au-delà du prix, c'est vraiment le fruit d'années de travail, d'introspection, de Surtout labeur. sur comment tu le lances, tu vois, maintenant que je sais dans quelle situation vraiment Ouais, tu le c'est tu le ça. fais. Ça Et rajoute du truc, tu vois, parce que toi, tu vois tes échecs, tes souffrances dedans, tu vois. ouais, Et c'est c'est ça. la joie quand tu le lances, mais c'est... Ouais, en fait, c'est, comment dire, c'est genre, tu vois ce que je veux dire, et c'est une béquille pour avancer aussi, tu vois. C'est voilà, toutes ces galères-là, elles m'auront au moins permis à ce moment-là d'écrire ce bouquin. Et ce bouquin, il parle à des gens, et en plus, il parle d'un sujet important, tu vois. En plus, avec une belle couverture de Ali que tu as reçu. incroyable. Je savais pas que c'était Ali. C'est lui. Comme quoi, ouais, c'est incroyable. Tout est lié. Je vais faire un tableau avec qui a apporté quoi à qui dans tel projet, ça va être incroyable. Et donc, je fais des séances de dédicaces. Je participe à quelques événements où on m'invite aussi pour le vendre et tout. Et c'est un kiff de pouvoir parler enfin de cette histoire et de défendre aussi quelque chose, tu vois. Parce que le message du bouquin, pour ceux qui l'ont lu, c'est un peu le message de la haine. Tu vois, c'est que là, on est en train de tomber. Si on se voile pas la face, on est en train de tomber même à vitesse grand V. Et que la seule solution, c'est de se mettre autour de la table, de parler des vraies choses. Quitte à se dire des choses qui blessent, mais il faut se dire les choses. Par rapport à l'histoire de ce pays, par rapport aux communautés qui l'habitent, par rapport à ce qu'on veut faire tous ensemble ou pas. Mais il faut parler de tout ça. Et il faut aussi savoir se remettre en question aussi, tu vois, en tant que personne, en tant que communauté. Sinon, clairement, ça peut pas bien se finir. C'est mon avis en tout cas. Donc c'est le message du livre et pouvoir le porter, tu vois, c'était un accomplissement. Et donc je vends le livre par le biais de la plateforme Bookelis, mais aussi je le dépose dans des librairies qui le vendent et après je m'arrange avec eux, enfin on signe tout ça et tout. Et donc je reviens à l'éloquence avec les nuanciers. Quand on revient des Yvelines, on sent qu'on tient quelque chose. Ok. Et à ce moment-là, je me dis, si je me mets à fond dedans, je pense qu'un jour ou l'autre, je pourrais en vivre. Mais c'est presque un pari, tu vois. Mais de toute façon, Mais t'as ce rêve de toute manière, tu vois, t'as ce truc, c'est dans ta tête, c'est fini. c'est ça. Déjà, je kiffe parce que ça, il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a de l'écriture, il y a la prise de parole, il y a des histoires, il y a le lien avec les gens et il y a le quartier parce qu'on fait souvent des ateliers avec des petits qui nous ressemblent. Ouais. Pas que, mais ça fait partie du public. Donc en fait, c'est en plus avec des gens que je kiffe. Tu vois, les nuanciers, Youssef et tout. Donc en fait, je me dis, mais en fait, ma place, elle est là et nulle part ailleurs. Donc je vais tout donner pour bosser ici, quitte à vivre chez mes parents, à faire des sacrifices et tout, et faire quelques missions à côté, mais vraiment tout donner là-dedans et on verra ce que ça donne. Et alhamdoulilah, ça finira par payer dès 2022, mais c'est 2023 où vraiment on obtient des financements qui permettent de me salarier et salarier d'autres personnes et de vraiment vivre de l'éloquence. Mais c'est 2-3 années où j'ai eu besoin de faire beaucoup de off parce qu'il y a eu des grosses périodes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je vois. Genre, ouais, genre des fois j'étais sur les rotules, mais j'étais content parce que je me disais, on l'a fait. Et surtout, c'est des challenges. Ouais, c'est des choses différentes à chaque Ouais, fois, etc. c'est genre, vas-y, je sais pas moi, C'est beaucoup de premières fois. ouais, c'est ça. Vas-y, on a atelier avec des jeunes, entre guillemets, délinquants de la PJJ. Ah, mais nous, on n'a jamais fait ça. Ouais, mais vas-y, on y va. Genre atelier avec des personnes qui sont malades. On y va. Tu vois. On doit aller prendre la parole dans un club d'entreprise. Qui y va? Vas-y, on y va. Ouais. Que des Non, mais challenges. c'est ça. Et en fait, moi, même si je suis une personne prudente, j'ai besoin des challenges.
Surtout quand c'est des trucs que je kiffe, ça me stimule de ouf. Et je crois que, enfin, c'est pas je crois, c'est qu'en fait, Allah a mis ça sur mon chemin parce qu'il sait comment il m'a créé. Il sait que j'ai besoin d'être dos au mur pour accomplir des Pour choses. ressortir le meilleur de toi. C'est exactement ça. C'est pas forcément sain comme fonctionnement, mais j'arrive pas à m'en défaire et alhamdoulilah, pour l'instant, ça marche. Alhamdoulilah. Et donc, que des challenges, que des aventures de fou. Pareil, là, on a vécu tellement de choses. Ouais, c'est tombé. Ah, c'est des doutes, des moments où tu rigoles, des moments où tu dis Ouais, ah, c'est ça, ça. c'est bon, c'est fini. Comment on va faire? Et puis, c'est la question que les gens te posent, c'est ouais, genre c'est bien et tout, mais sinon tu fais quoi dans la vie? Ouais, Ça pique. ça, c'est pas un boulot dans leur tête. Ça pique de ouf. Ça pique, surtout que des fois ça vient de tes proches, mais c'est pas malveillant. Mais ça, en fait, on a besoin de te mettre dans une case. C'est ça. C'est comme quand tu discutes avec une nouvelle personne et la première question, c'est tu travailles dans quoi? Parce que j'ai besoin de te mettre quelque part. Ouais, Il va pas te dire ouais, qu'est-ce que t'aimes. c'est ça. Il va dire tu C'est travailles ça. dans quoi. C'est Mais des ça. fois, les gens ils font pas exprès, c'est juste parce qu'ils Bien veulent sûr. pour discuter. C'est ça. Mais des fois, je le prends, où je vais situer mon respect. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mon respect, je le mets où? T'es qui? C'est ça. Je Et te définis par ton job, alors que c'est ça. Et toi, tu fais ce que t'aimes et t'es épanoui dans ce que t'aimes et c'est ça. t'es bien en fait. C'est ça. Et on te dit, en fait, on t'apprend pas Hmm. comment dire, à juger ton épanouissement par ce que tu fais, mais par combien tu touches. C'est ça, exactement. Et par, comment dire, la valeur que l'intitulé de ton taf a, tu vois. Alors que des fois, l'intitulé correspond pas à ce que tu fais et inversement. Et même, tu vois, c'est. Et donc, bah moi, à ce moment-là, j'ai un... C'est pas encore mon taf, et en plus, le concept est en construction aussi. Donc, ouais, les gens comprennent pas. Tu vois, les gens comprennent pas, et même les gens les plus aimants, tu vois, ils disent, bah, alors Hakim, tu fais quoi? Enfin, tu vois, Ouais, je vois ce que tu à veux un dire. moment donné, enfin, c'est bien d'aller à Paris ou je sais pas où faire des ateliers, mais bon, c'est bon, t'as presque 30 ans et tout. Moi, je me dis, c'est quoi, là, je suis lancé, je vais jusqu'au bout. Genre, je fais que ça, je bosse, je charbonne et Inch'Allah, ça marchera, tu vois. Et donc, je continue, je continue, je continue. Et là, on arrive à la période qui est la dernière période charnière, c'est Eloquentia. Où là, c'est une aventure. Tu t'inscris, ça se passe comment? Alors, comment ça se passe? À ce moment-là, on fait de l'éloquence depuis. C'est en 2022. Ouais, depuis 1 an et demi, 2 ans même. Tu vois. Donc, on commence à savoir comment ça fonctionne et à avoir certaines bases. Mais je sens que moi, déjà, à titre perso, j'ai besoin d'un challenge pour me stimuler et que j'ai plein de choses non dites à raconter. Et que ça me reste là, tu Parce que c'est 2022 et ça fait 5 ans vois. Ouais, que c'est ça. t'écris pour des clients, t'écris pour des C'est trucs, mais ça. t'écris pas. C'est ça. Exactement. Tu vois, j'écris pour les gens et j'aide des gens à parler d'eux-mêmes. Mais moi, je parle pas de moi. Et tu vis des choses. Et je vis des choses. Et il y a les casseroles et les fardeaux du passé aussi. Ouais, ouais. Parce que j'ai pas encore vraiment digéré à ce moment-là tout ce que j'ai pu vivre et tout. Et j'avais toujours rêvé en tout cas depuis que j'ai mis un pied dans la prise de parole, de faire un concours d'éloquence. Et Eloquentia, j'ai connu ça en 2016, je crois, par le documentaire À voix haute de Lajli. Mais jamais je me serais imaginé pouvoir le faire. Un jour, je tombe sur un post Instagram, Eloquentia Lille, et c'est écrit vous avez entre 18 et 30 ans, vous habitez la métropole lilloise, inscrivez-vous. Moi, je me dis j'ai 30 ans, la seule condition, c'est est-ce qu'ils considèrent que Dunkerque fait partie de la métropole lilloise? J'envoie un message, je dis voilà, je viens de Dunkerque, est-ce que c'est possible de participer? On me dit oui. Moi, dès qu'on me dit oui, je dis c'est la dernière année où je peux le faire parce que j'ai 30 Ouais. ans. C'est quoi, j'ai rien à perdre. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. Ouais. Et là, c'est un mélange de stress et d'excitation. De stress parce que va falloir parler devant beaucoup de personnes durant les différents tours, dans des endroits que je connais pas. En même temps, excitation parce que enfin, j'ai la parole, tu vois. Enfin, je peux dire tout ce que j'ai sur le cœur. En fait, je pense que j'ai fait Eloquentia presque que pour ça. C'est ton psy. Non, mais c'est ça. Ouais, non, je sais, C'est ça. c'est une forme de. Tu vois, de catharsis, comme on dit. C'est comme ceux qui font un film dans lequel ils vont mettre plein de choses pour extérioriser, tu vois. Moi, j'étais en mode, écoute,
toute mon histoire, là, ça va être un peu le fil directeur de mes discours. Pourquoi je dis mais? Parce que, en fait, Eloquentia, ça n'a pas été qu'un ou deux discours. C'est plusieurs discours sur presque un an. Donc, je m'inscris, je passe un premier tour à Lille, en petit comité, donc c'est pas encore ouvert au public. Je passe un deuxième tour. Tu dis un petit tour, un petit comité, mais il y a plein d'inscrits. Il y a pas mal d'inscrits, ouais. Je crois qu'on est plusieurs, peut-être plusieurs centaines, tu vois. Mais, comment dire? Je sais pas. En fait, moi, je vois pas forcément la concurrence. Tu vois, c'est vraiment, j'ai un message et je viens et je vous le lance. Tu vois ce que je veux Ok, dire? d'accord, ouais. Certes, c'est un concours, je veux aller loin, mais je veux surtout parler. Tu vois? Et comme tu as dit, ouais, c'est une Ouais, thérapie, quoi. ouais, Tu vois, donc je passe le premier tour, je passe le deuxième tour. Avec à chaque fois, donc pour expliquer un peu le concept, tu as un sujet qui t'est donné 3 semaines à l'avance, au mieux. Un sujet qui peut être, par exemple, moi j'ai eu quoi? Euh, euh, Sommes-nous le fruit de notre environnement, par exemple? Ça, c'était un sujet qui est venu après. On te donne ta position, positive ou négative, 3 semaines de Tu préparation. l'as choisi ta position? Ou Non, on te l'impose. on te l'a- On te l'impose et tu te débrouilles avec ça. Avec la possibilité de mettre un peu d'artistique dans ta façon de défendre le sujet. Donc moi, j'ai fait beaucoup de slam dans les différents discours. Premier tour, deuxième tour. Et le premier tour ouvert au public, c'est la demi-finale à Lille. Première fois que je fais un discours devant un public. En tout Le cas, théâtre, ouais. ouais. Ah, t'étais là, ouais, non? Non, Je je sais pouvais plus. pas être là avec le Ouais, travail, mais j'ai suivi. ouais. J'ai suivi. J'ai L'homme de suivi. l'ombre. J'ai suivi. Bah, tu suis, tu vois. Et devant des amis, devant mes parents, donc un certain stress. Mais ça se passe bien. Première fois que je parle de mes parents devant mes parents. Parce que c'est un discours qui parlait d'une anecdote euh, durant laquelle en fait, ma mère avait failli se retrouver coincée avec mon père dans notre ancien appartement et il y avait une friteuse sur le feu. En fait, mon père avait eu la bonne idée de prendre sa ceinture et il avait réussi à décrocheter, je sais pas comment on dit, la serrure de leur chambre, à ouvrir et à aller éteindre la friteuse. En fait, grâce à ce petit geste-là, et ce self-control, il a sûrement sauvé sa vie et celle de ma mère, tu vois. Et donc, j'ai raconté ça. Et là, j'arrive à la finale d'Eloquentia à Lille, finale régionale. Euh, et le sujet, c'était sur l'individualisme, mais j'ai plus la formule. Et je parle de... Je me rappelle, je suis arrivé sur scène avec un petit carnet doré qui était le symbole de l'histoire que j'allais raconter. Euh, et donc, je fais mon discours devant, pareil, ma famille, mes amis et tout. Et je gagne. Et ce moment-là, c'est incroyable. Ce sentiment de... C'est même pas, c'est pas que le fait de gagner, tu vois. C'est de voir tes parents, de voir tes proches être fiers de toi. Et être fiers de toi parce que tu as fait un truc où tu parles en grande partie d'eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et, et en plus, c'est à Lille. À Lille, dans la ville où j'ai vécu mon échec à Ouais, Sciences c'est ce Po. que. Donc c'est un sentiment de enfin je peux tourner Guérir la la page de plaie. chapitre. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Tu vois, j'ai pu tout sortir dans la ville en question, devant des gens qui peut-être ne comprenaient pas trop mon parcours. Bah, j'ai pu leur répondre et on a pu se comprendre et voilà, je me sens soulagé. Ouais, c'est comme, tu vois, t'as une plaie, tu la guéris pas, tu t'en fous. Ouais, Mais elle finit toujours par sortir, tu vois. ouais, c'est Et là, ça. c'est comme le sentiment de bah, les échecs, là. C'est ça. En plus, devant les parents et tout. Ouais, C'est j'ai ça. réussi ça. C'est ça. Et c'est, tu sais, genre, l'une des grandes déceptions de ma vie, c'est de ne pas avoir eu de diplôme après le bac. Malgré tout le parcours, tu vois, moi qui m'étais construit sur l'idée de il faut avoir de beaux diplômes. Et donc, c'est avoir, non pas un diplôme, mais comme une forme de reconnaissance. Alors, je dis pas qu'il faut courir après la reconnaissance. Mais humainement, on a besoin d'être reconnu dans ce qu'on est déjà, tu vois, au moins. Et de sentir qu'on a une valeur aux yeux des gens. Pas qu'on est au-dessus, mais qu'on a une valeur et qu'on peut discuter d'égal à égal. En tout cas, moi, j'avais besoin de ce genre d'événement pour sentir que j'existais et que j'étais pas un moins que rien qui avait échoué. Tu vois ce que je veux dire? Et, et là, c'est pas fini. Parce que je kiffe, mais on me dit, ben, tu es qualifié pour le tour international. Donc, en fait, c'est francophone, il y a différents pays.
Et là, c'est une aventure qui commence parce que tu te dis, purée, bah, ça va aller jusqu'à où? Tu vois? Ouais. Et donc, quart de finale, demi-finale, et tu arrives au moment, je crois, le plus intense de toute ma vie. C'est la finale internationale en 2023, mars, je crois, 2023. On était 4 candidats, 2 semaines de préparation, donc moins que d'habitude, sur un sujet technique qui était partageons-nous la même réalité, à la négative. Dis-toi que ce sujet, je ne l'ai pas pris comme un sujet. J'ai remis en question, alors pas toute ma vie, je ne vais pas abuser, mais vraiment, je suis allé creuser, genre, qu'est-ce que la réalité? Est-ce que le monde existe? Est-ce que j'existe? Tu vois? Et encore aujourd'hui, je sens que cette thématique-là m'a pas été donnée au hasard. Parce que ça m'a permis aussi de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et en fait, c'est ça l'éloquence. C'est pas que des sujets que tu défends sur scène pour faire beau. C'est une introspection et aussi un effort de compréhension du monde. Et au final, en tant que musulman, un effort pour se rapprocher d'Allah. Parce que c'est à travers ce rapprochement dans la religion que tu comprends réellement la réalité du Ouais. monde, tu vois. Donc en Il est fait, venu comme un rappel, le sujet. exactement, Un rappel, le premier exactement, titre de ta première exactement. écriture. Et c'est pour ça En que je fait. kiffe l'éloquence. Parce qu'il y a les mots, et parce que c'est une discipline qui met en action toutes les facettes d'un être. Donc il y a le physique, parce qu'il faut quand même être un minimum en forme pour pouvoir monter sur scène, bouger et tout. Il y a l'intellectuel, parce qu'il faut aller chercher des idées et tout. Il y a le cœur, les émotions. Il y a la religion et la foi, parce que beaucoup de sujets, tôt ou tard, vont être, comment dire, doivent être liés à la foi, tu vois, par rapport à ce que nous, on croit en tant que musulmans. Donc, il faut aussi s'améliorer, devenir une meilleure personne. Donc, en fait, tu as l'impression de grandir quand tu fais de l'éloquence. Et c'est kiffant, de ouf. Ah bah c'est incroyable. Et donc, 1000 personnes, euh, C'est où? Ça se passe où? ça se passe à la scène musicale à Paris, dans le 92. Une très belle salle, une salle circulaire. Euh, Ah, donc même pour la prise de parole, c'est pas pareil. ouais, c'est kiffant et c'est un challenge parce que on nous apprend, quand on nous apprend ça, à parler devant un public qui est face à toi. Mais comment tu parles aux gens quand tu as le jury dans ton dos et le public tout autour? Tu vois? Donc il faut travailler tes déplacements, n'oublier personne. Et Essaie de t'entourer avant, quand tu sais que la finale arrive. ouais, j'ai failli oublier de parler de ça, mais Najim, donc mon petit frère, Ah, je me rappelle les stories. ouais, il m'a fait un En coaching, des condition. coachings. J'ai vu Hakim faire du sport. Non, mais c'est vrai. Ah, Mais c'est vrai, tu c'est te vrai. mets dans un. Tu vois? C'est ça. Et pendant un an, j'entre dans un mood qui est, on dirait que je prépare un marathon ou un combat de boxe, tu vois. Genre vraiment, j'accorde du temps à cette préparation. Et Nadim, il me soutient, il me met et il m'anime des séances qui sont à la fois des séances de sport, mais aussi de prise de parole. Enfin, tu vois. Ouais, il s'adapte en fait à Ouais, ton c'est ça. besoin, tu vois. C'est ça. Najib qui est coach sportif Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. aujourd'hui, donc si vous avez besoin de coaching, Exactement. Team and n'hésitez Sport, c'est pas. réel. Voilà, exactement. Et donc, il me prépare, il me met en condition. Et malgré la préparation, 5 minutes avant, j'ai un stress de fou et je commence à oublier des parties de mon discours. Et en fait, ma plus grande crainte et faiblesse, c'est la mémoire et l'oubli. Parce que je suis une personne qui, comme je passe beaucoup par l'écrit, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que voilà, il y a le travail des mots, tout ça. Mais l'inconvénient, c'est la difficulté à se détacher du texte, ce qui est le cœur de l'éloquence. Et donc, je commence à oublier des paragraphes. Je mélange des paragraphes avec ceux de discours précédents. Donc, je me dis, purée, si je fais ça sur scène dans 2 minutes, là, c'est la honte Deux internationale. minutes. Hein? C'est combien de temps un discours? On avait entre 7 et 9 minutes, je crois. Ok, c'est quelque chose. Hein. Tu vois, faut mémoriser. Non, mais même c'est incroyable, tu vois, Ouais. la durée. Ouais. Et je me dis, ben, de toute façon, là, j'ai plus le choix. En fait, il y a des gens qui sont venus de Dunkerque pour me soutenir. Je vais pas dire, bah non, en fait, j'ai peur, c'est pas possible. Donc, j'y vais. Si je me casse la gueule, bah, je me casse la gueule. Mais comme à chaque fois depuis le début de mon parcours, j'ai pas d'autre choix que de continuer. Ouais. Donc, je continue. Je monte sur scène. Et là, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai ressenti un élan que j'avais jamais ressenti. Je crois que j'ai jamais, enfin, presque jamais, comment dire. Ah, c'est le moment de ma vie où j'ai le plus été moi. Alors qu'il y avait 1000 personnes devant moi, mais c'était comme une bulle et je m'amusais.
Alors que 2 minutes avant, c'était pas ça du tout. Ouais. Tu vois? Et donc, voilà, je fais mon discours qui parle du quartier, qui parle de mes parents, qui parle du monde dans lequel on vit et de toutes les fractures qui nous divisent. Et la conclusion du discours, c'est, par rapport au thème de la réalité, ne cessez jamais, jamais d'y croire et d'espérer, car en réalité, tout ce qui sépare une belle histoire de la réalité, c'est d'y croire. Et cette phrase, je pense que c'est un peu la phrase qui résume tout ce que je viens de te dire. Entre la réalité et une belle histoire, il n'y a que la foi. Tu vois? Quand tu vois un film sur un écran, ça devient réel parce que tu y crois. Et ben dans la vie, c'est un peu la même chose. Tu vois? Il faut avoir cette foi en Allah et dans le fait que si tu t'accroches à lui, il va te donner encore mieux que ce que tu lui demandes. Et quand tu crois en ça, ça devient réel. Et à ce moment-là, justement, je vis un rêve qui se réalise, qui est de enfin raconter mon histoire devant des gens qui Mm. m'écoutent, tu vois. Et c'est un moment incroyable. Et j'arrive deuxième. J'arrive à ça de la première place. En fait, c'était un jury de 7 personnes. Il y a eu des gros débats dans le jury et il se trouve que j'ai pas été pris en premier. Mais d'à côté, heureusement que j'ai pas été premier parce que ça m'a poussé à m'interroger sur le sens de ce concours. Je me dis, ok, j'ai fait tout ça, je suis deuxième, j'ai raconté ce que je voulais raconter et je suis content de ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, maintenant, il faut que je transmette. Mais encore plus que ce que je transmettais juste avant, tu Ok, vois. ouais. Ce qui m'amène à revenir, enfin à continuer ce que je fais chez les nuanciers avec un regain d'énergie et, euh, et la certitude que tout est possible. Ah, c'est beau. On arrive à ce que tu fais aujourd'hui, en C'est fait. ça. Donc, Et t'accompagnes. donc aujourd'hui, j'accompagne des jeunes et aussi des moins jeunes dans le fait d'apprendre à raconter leur histoire, à mieux s'exprimer, comment dire, à mettre des mots valorisants sur ce qu'ils sont, dans le but de trouver leur place, trouver leur voie, soit professionnellement ou même dans la vie de façon générale. Et on fait ça dans des écoles, collèges, lycées, structures sociales, avec des collectivités. Il n'y a pas de public type, parce que par définition, on a tous une histoire à raconter. Et je kiffe. Je kiffe parce que ça réunit absolument tout ce que je viens de te partager, tu vois. Et, et mon but aujourd'hui, en tout cas un de mes buts, c'est un de nos buts, parce que mes buts sont intimement liés à ceux des nuanciers, c'est que l'éloquence devienne une pratique aussi populaire, aussi naturelle que celle du foot ou du basket ou d'autres activités. C'est un manque énorme. C'est un manque énorme dans les parcours éducatifs, scolaires ou ce que tu veux. On n'apprend pas à prendre la parole. Surtout en France. On apprend à lever le doigt et à donner la réponse attendue de nous. C'est une partie de l'éducation, mais c'est pas du tout suffisant. Et je pense qu'on l'a tous vécu. On est arrivé en entretien ou dans des circonstances où on devait parler, on ne savait pas comment s'y prendre. Et du coup, ça nous ferme des portes à titre personnel, mais ça nous coupe des gens aussi, tu vois. Si on ne sait pas raconter nos histoires et si on ne sait pas s'écouter, ben comment on peut apprendre à se connaître? Donc comment on peut vivre ensemble? Donc moi, j'aimerais, c'est presque un projet de vie aujourd'hui, tu vois. J'aimerais que quand je parle de ce monde, Inch'Allah, ce que je laisse comme trace, en tout cas en partie, ce soit populariser l'éloquence et que mes descendants et leurs voisins et leurs amis puissent aller faire de l'éloquence comme on fait du foot aujourd'hui. Et que ça serve l'intérêt général, tu vois. Je vois clairement. Je suis convaincu que si des cercles d'éloquence émergeaient un peu partout, avec la bonne mentalité, pas celle de la confrontation, de voilà qui est le meilleur, non, c'est celle de l'émulation. Ça pourrait vraiment changer en profondeur la structure même de la France dans laquelle on vit, tu vois. Et c'est mon engagement aujourd'hui. Ah, c'est beau. Khair, Inch'Allah. De Inch'Allah. toute façon, j'en doute pas, Hakim. Je pense que c'est le Inch'Allah. début de quelque chose, tu vois, la somme de tout ce que tu as vécu. Inch'Allah. C'est ce qui fait ce que tu es aujourd'hui, comment tu vois les choses. Et, euh, et tu sais, le fait d'avoir fait Eloquentia, ça met un tampon quand même Hmm. à ce que tu as fait, tu vois. Donc c'est cool. Et aujourd'hui, ce que tu transmets avec les nuanciers, c'est fort. Déjà, comment est composé les nuanciers, Hmm. comment c'est fait, ce qui vous soude. Et ça va vraiment dans ce que vous faites.
C'est ouais, c'est ma maison aujourd'hui, tu vois, les nuits aussi. C'est l'endroit qui me permet d'être moi-même. En plus, vous avez votre bureau et Ouais, tout. c'est ça. C'est incroyable. D'où Et vous êtes de... parti, où vous êtes maintenant. C'est ça. Et comme le dit souvent Youssef, c'est essayer de donner ce qu'on n'a pas forcément eu. On a eu des choses, hein, mais il y a des choses qu'on n'a pas eues, qui n'existaient pas, et que des jeunes puissent avoir accès à ça aujourd'hui, ça serait... Faire plus à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et on arrive à la fin du podcast. J'ai été long. Non, franchement, non. Franchement, non, c'était cool. Et même, ça m'a permis de Ouais. savoir plus. Toi, je te connais depuis très, très longtemps. Mm, Mais ça m'a permis de savoir des choses, des situations. mm, Où si on n'a pas cette discussion, c'est vrai. on ne sait pas. Et même, c'est enrichissant, tu vois, de savoir. C'est Même vrai. de connaître le contexte. Mm, Parce que tu vois, des gens, ils font des choses à des périodes de leur vie, mais tu es loin d'imaginer ce qu'ils vivent. mm. Ça, Donc, tu as un rapport aux gens qui est complètement différent après, tu vois. c'est vrai. Parce que tu apprends à connaître des situations de vie dans des moments où tu es loin d'imaginer ce que la personne elle vit et ce qu'elle fait, en fait. Ça me fait penser à une phrase de Fayel Sharaf, qui dit souvent soyez bon et compatissant car vous n'avez pas idée de ce que vit celui qui est à côté de vous. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu déformé, mais c'est ce que j'ai appris durant ma vie. J'essaye au maximum de ne pas rejeter les gens. Ça m'arrive, hein, des fois je suis énervé, voilà, je fais la gueule, tu vois. Mais je me dis, peut-être que lui, il vit ce que j'ai vécu il y a 2 ans, ou bien pire encore. Vas-y, bah, au moins dis-lui bonjour et souris, tu vois, ça coûte rien. Phénomène. Exactement. On en revient toujours à ça. Non, mais c'est vrai, de toute façon, enfin, là, tout est lié à la religion. Tout, absolument tout. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est le Hakim de maintenant, il dirait quoi, Hakim enfant? C'est une question que je pose en atelier, C'est vrai. souvent. Donc tu as déjà une réponse. Bah non, en fait, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal Ouais. chaussés. D'ailleurs, là, je suis en chaussettes. Qu'est-ce que je lui dirais? Donne-moi un âge, tu vois, genre... Oh, ton premier gros échec. Le ah, Hakim de Sciences Po. ah, ouf. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais... C'est une phrase que Najim, mon frère, m'a dite il y a quelques années. Il m'a dit, c'est ici que tout commence. Et il m'a dit ça à un moment où j'avais besoin de l'entendre. Je pense que c'est la phrase que je dirais à Yes, au Hakim du premier choc. Là, là t'es au bout de ta vie, t'es à terre, t'as l'impression d'être seul. C'est noir, c'est noir, 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 noir. Tu le sais pas encore, mais c'est ici que tout commence. Donc, ça va être long, ça va être très long. Alors, la fin ne sera qu'à la fin de ta vie. Et encore, la fin ne sera que le jour où tu entreras au paradis, Inch'Allah. Parce que tant qu'on n'est pas entré, c'est pas fini. Mais tu dois passer par là. Pour des raisons qui t'échappent encore. Mais ce traumatisme-là que tu vis va déboucher sur les choses les plus belles que tu puisses imaginer. Et dans la beauté, il y a toujours de la souffrance. Il y a toujours de l'épreuve, il y a toujours de la difficulté. C'est la difficulté qui mène et qui fait ressortir la beauté. Donc, accroche-toi à Allah pour commencer, au maximum, même si tu es loin de ce que tu voudrais être, accroche-toi au maximum. Accroche-toi à ceux qui croient en toi, à ceux qui t'aiment. Si ce que tu fais est bon et réfléchi, va jusqu'au bout. Et un jour ou l'autre, tu seras avec Radouane et tu te parleras à toi-même. Bien joué. Bien joué, Hakim. Inception. Et voilà. Ma dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est donc tu fais partie de la saison 1. Donc l'entourage. Pour la saison 2, en fait, tu dois donner 3 noms de personnes qui t'ont inspiré et à ce qu'une personne des 3 vienne ici. Des personnes qui peuvent venir de n'importe où. Du moment que tu t'engages à ce qu'une des 3 vienne. Donc tu peux dire des personnes qui vont peut-être pas venir, tu vois, je peux dire plus. Hein. Ouais. Au moins, tu t'engages à ce qu'une personne vienne. Mais tu peux dire plusieurs personnes qui t'ont inspiré. Et pourquoi? Je réfléchis. Hein. Bon, après, c'est un peu la réponse facile, mais elle est vraie. Une personne qui m'inspire, qui m'a inspiré, qui pourrait venir, c'est mon frère Najim. Je pense que son aventure en sélection comorienne, ça l'a forgé. Il aurait énormément de choses à dire. Et même lui, ça lui ferait du bien, je crois. Donc ça, c'est pour l'invité qui pourrait venir
à coup sûr, je pense. Avec plaisir, Najim. Inch'Allah. Et deux autres personnes qui m'ont inspiré. Hmm. Encore une fois, une réponse qu'on a peut-être déjà entendue, mais pas forcément mes parents, tu vois. Je peux pas parler de d'autres personnes que ma famille et mes parents, Et pourquoi? parce que toute mon histoire découle de leur histoire. Tu vois, c'est Qu'est-ce qui t'a marqué dans leur histoire? Parce que la saison 3, c'est les parents, sache-le. C'est pour ça que je commence au lieu de Hmm, commencer des parents vers hmm, l'enfant, je commence des enfants. hmm. Après, je parle. Ce qui m'a marqué, ce qui me marque, c'est leur bonté. Tu vois, genre, il y a la détermination, la résilience, le courage. Mais l'une des choses les plus dures, et je m'en rends compte aujourd'hui, c'est de rester bon quand les gens ne le sont pas envers toi. Ça me dépasse. Alors, ils sont pas parfaits comme tous les êtres humains, tu vois, mais ils ont des réactions que moi, je pourrais pas avoir. Moi, j'en dirais peut-être pas comme ça, mais je m'énerve vite, tu vois. Et des fois, quand je vois comment ils agissent envers des gens qui leur font la misère, que ce soit ici au bled, des histoires de fous, là, qu'on a tous plus ou moins dans Dans nos votre familles, famille? je me dis, mais moi, je serais déjà allé là-bas, j'aurais déjà fait un carton, tu vois. Non, mais c'est ça. C'est... Et ils sont là, ils leur envoient de l'argent. Ils leur envoient de l'argent. Parce qu'ils ont compris. Ouais. Ils ont compris Les pourquoi ils comptes. sont sur Terre. Ouais, exactement. Subhanallah, et ça, c'est. Une fois que tu as compris ça, ça y est, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est leur bonté. Le monde a besoin de bonté. C'est pas des bisounours, mais il faut de la justice, il faut de la paix et il faut être bon envers les gens. C'est extrêmement important. Et une troisième? Parce que les parents, je les compte comme... Je toujours. pensais. Non, non, je les compte comme une et même personne. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, il y a plusieurs personnes. Mais les deux là qui me passent par la tête, c'est Youssef. Youssef Adan, parce que Machallah, c'est une personne qui voit loin. C'est une des personnes qui m'a appris à voir loin. Tu vois, avec Jidawi, avec d'autres personnes, en mode c'est possible. Il a beaucoup de casquettes, beaucoup de compétences différentes. Et surtout, il prend pas la lumière. Ah, c'est un homme de- Il prend pas la lumière. Et il demande pas la lumière. Et ça, je trouve ça vraiment honorable, machallah. Et une deuxième personne, c'est un ami et comédien qui s'appelle Walid Ben Mabrouk, avec qui j'ai beaucoup bossé. Et c'est un guerrier. C'est un guerrier, le mec, il est parti de très très loin. Il a fait de grandes choses. Il a encore essayé de. Il est encore en train d'essayer de construire des choses. Mais sa détermination, c'est une des personnes qui m'a tiré vers le haut aussi et qui me tient encore vers le haut aujourd'hui. Tu vois. Donc voilà mon entourage. Ah, magnifique. J'ai une dernière chose. Parce que c'est toi, Hakim. C'est quoi le texte que tu as écrit, les paroles qui t'ont le plus marqué? Et si tu peux nous les dire. Genre un texte que j'ai écrit dont les paroles m'ont marqué. Le texte qui te tient le plus à cœur, Ouais. ou les quelques lignes que tu aimes le plus, ou qui te... Dans ce que moi j'ai écrit. Oui, ça c'est mon petit plaisir à moi, que c'est toi qui as écrit. Je réfléchis. Hein. Parce que là j'ai plein de C'est dossiers là. c'est pour conclure le podcast. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires. Ouais. On va mettre le lien pour les nuanciers aussi. Avec plaisir. Hakim, tes liens à toi. Et je vous laisse avec Hakim qui va conclure ce podcast. Moi, je ne le connais pas par cœur aussi. C'est la conclusion du discours que j'ai fait en finale à Eloquentia. Il faut juste que je me rappelle de la fin, mais je parle du moment où mon père a pris sa retraite. Après 40 ans d'années à l'usine, donc il est rentré dans la maison familiale. Il a posé son sac en soufflant. Il a mis ses mains comme ça et il a commencé à prier. Et toute la famille s'est mise autour de lui sans un mot.
châle sur la tête baissée, les mains vers le ciel. Et on a fait une dua parce que c'était son jour de retraite. Et ce moment-là, il est incroyable. Parce que c'est le moment où tu réalises tous les sacrifices silencieux que tes parents ont fait pour que tu sois là aujourd'hui. Et on ne partage pas la même réalité parce que nos parents nous mentent. Ils nous mentent pour nous protéger de la vie. C'est pourquoi il faut continuer, nous, à prendre la plume d'un petit prince, la plume d'un drôle d'oiseau ou d'un sauvage, et écrivez. Écrivez avec la certitude qu'il existe un rêve où tout se réalise, où tout est vrai. Ne cessez jamais, jamais d'aimer et d'espérer, même si tout semble illusoire, car en vérité, tout ce qui distingue une belle histoire de la réalité, c'est d'y croire. Je dis là où tout va bien. Dis-moi, tout va bien.